Le jeune héritier, dégoûté par la simplicité de son père, a essayé de s'en débarrasser discrètement. Mais le cheval de la famille, témoin de toute la scène, a eu une réaction qui a fait pleurer même les employés. L'aube se levait doucement sur Chantilly, enveloppant les écuries Beaumont d'une brume laiteuse qui s'accrochait aux toits d'ardoise et caressait les prairies verdoyantes. Dans une modeste chambre sous les combles de la maison des employés, Amélie Dupont ouvrit les yeux avant même que son réveil ne sonne. 19 ans, mince comme une liane, avec des yeux bruns toujours baissés, elle était invisible aux yeux de la haute société qui fréquentait les prestigieuses écuries. Elle s'assit sur son lit étroit, frissonnant dans l'air frais du matin. Ses doigts effleurèrent le petit accordéon normand posé sur sa table de chevet, seul héritage de sa mère disparue 11 ans plus tôt. L'instrument tenait dans la paume de sa main, minuscule mais parfaitement fonctionnel. Amélie en tira quelques notes mélancoliques, une mélodie que sa mère lui jouait chaque matin. Puis, comme prise en faute, elle s'arrêta brusquement et glissa l'accordéon dans la poche de son tablier usé. « Encore ce bruit, Amélie ?» La voix de son père, Jacques Dupont, traversa la cloison fine. « Tu vas réveiller tout le monde. » Elle ne répondit pas. Son père ne comprenait pas ce besoin viscéral de toucher l'accordéon chaque matin, comme pour s'assurer que ce fragment de sa mère existait encore. Une demi-heure plus tard, Amélie traversait la cour principale des écuries, 2 seaux d'eau fraîche dans les mains. Le domaine s'éveillait lentement. Jacques Dupont y travaillait comme palefrenier depuis plus de 30 ans, bien avant la naissance d'Amélie. Après la mort de sa mère, emportée par une pneumonie foudroyante, les écuries étaient devenues son refuge. Les chevaux ne posaient pas de questions, ne la regardaient pas avec pitié. « Bonjour, Hermès », murmura-t-elle en passant devant le box d'un alezan fringant. L'animal hennit doucement, reconnaissant sa voix. Amélie avait toujours eu cette capacité étrange de ressentir les émotions des animaux, particulièrement des chevaux, comme si elles étaient les siennes. Un don qui passait inaperçu dans un monde où les chevaux n'étaient que des machines de course ou des symboles de statut social. Son enfance avait été marquée par un deuil silencieux, allégé uniquement par ses heures volées dans les écuries, où les chevaux semblaient comprendre sa douleur mieux que les humains. Elle leur parlait doucement, leur racontait ses journées, ses rêves, et ils l'écoutaient sans jugement. Alors qu'elle remplissait les abreuvoirs, un bruit inhabituel attira son attention. Un camion de transport équin venait de franchir le portail principal, ses phares perçant la brume matinale. Amélie s'immobilisa, intriguée. Aucune livraison n'était prévue ce jour-là. Le véhicule s'arrêta devant les écuries principales. Henri Beaumont, le propriétaire des lieux, un homme de 65 ans au visage buriné mais aux yeux bienveillants, sortit de la maison principale pour accueillir le chauffeur. À ses côtés se tenait son fils, Philippe Beaumont, 32 ans, récemment rentré de Paris après des études à la Sorbonne. Leur ressemblance physique ne faisait qu'accentuer la différence de leurs regards, chaleureux chez le père, calculateur chez le fils. Amélie se rapprocha discrètement, restant dans l'ombre des bâtiments. Les palefreniers s'attroupaient déjà autour du camion, curieux de découvrir son contenu. « Reculez tous !» ordonna le chauffeur en ouvrant la rampe arrière. « Il est dangereux. » Des bruits de coups contre les parois métalliques résonnèrent, suivis d'un hennissement qui glaça le sang d'Amélie. Ce n'était pas un cri de colère, mais de terreur pure. « C'est lui ?» demanda Henri Beaumont, s'approchant prudemment. « Oui, monsieur. Tonnerre. Comme convenu, on l'a sédaté pour le transport, mais ça commence à s'estomper. » Amélie aperçut alors la silhouette massive d'un percheron noir comme la nuit. L'animal était attaché par de grosses cordes, sa tête puissante baissée sous l'effet des sédatifs, mais son corps entier tremblait. Même à distance, elle pouvait voir les cicatrices sur son flanc et une marque de brûlure sur son encolure. « Papa, c'est de la folie !» intervint Philippe, secouant la tête avec dédain. « Un animal brisé ne sert qu'à l'abattoir. Les boucheries chevalines paieraient bien pour cette carcasse. »« Assez, Philippe !» coupa Henri sèchement. « Tonnerre mérite une seconde chance. » Les murmures circulaient parmi les employés. Amélie tendit l'oreille, captant des bribes d'informations. Tonnerre avait survécu à un terrible accident sur la route nationale qui avait tué son ancien propriétaire. Depuis, il était devenu incontrôlable, attaquant quiconque tentait de l'approcher. Jean-Luc, Marcel, Thomas, prenez les cordes
et guidez-le vers le box isolé, ordonna Henri. Les 3 palefreniers expérimentés s'avancèrent avec réticence. Même sédaté, Tonnerre résistait avec une force extraordinaire. Ses yeux injectés de sang roulaient dans leurs orbites, reflétant une peur viscérale. « Il va falloir augmenter la dose », suggéra le vétérinaire présent. « Non », refusa Henri. « Il a déjà reçu suffisamment de produits chimiques. » Les hommes tiraient sur les cordes, mais Tonnerre refusait d'avancer, ses sabots massifs creusant le sol. Soudain, il se cabra violemment, arrachant presque la corde des mains de Marcel. « Attention !» cria quelqu'un. C'est à ce moment qu'Amélie, portant toujours ses seaux d'eau, s'arrêta net en voyant la scène. Quelque chose dans le regard terrorisé de l'animal la figea sur place. Sans réfléchir, elle posa ses seaux et, ignorant les cris d'avertissement, s'approcha lentement. « Mademoiselle Dupont, éloignez-vous immédiatement », ordonna Philippe. Mais Henri fit un geste pour qu'on laisse la jeune fille avancer, intriguée par son assurance inhabituelle. Amélie ne parlait pas. Elle se positionna simplement là où Tonnerre pouvait la voir clairement et resta immobile, respirant calmement. Ses yeux rencontrèrent ceux du cheval dans un moment de reconnaissance mutuelle. 2 âmes blessées, s'identifiant l'une à l'autre dans le silence du matin français. « Tu as aussi perdu quelqu'un, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle d'une voix presque inaudible. À la stupéfaction générale, l'immense cheval noir cessa de résister. Il ne s'approcha pas, mais son regard changea subtilement. La tension dans ses muscles diminua presque imperceptiblement. « Regardez ça, la petite sorcière croit pouvoir dompter le monstre », railla l'un des palefreniers, provoquant des rires nerveux. Amélie l'ignora, maintenant le contact visuel avec Tonnerre. Quelque chose dans cet animal lui rappelait sa propre souffrance, cette douleur sourde qui ne disparaît jamais vraiment, mais qu'on apprend à porter. « Continuez, messieurs », ordonna Henri après un moment. « Profitez de ce calme pour le conduire à son box. » Les jours suivants, tandis que les autres palefreniers évitaient le box de Tonnerre, Amélie passait chaque moment libre assise dans le couloir, à une distance respectueuse. Parfois, elle lisait à voix basse des poèmes de Victor Hugo. D'autres fois, elle sortait son petit accordéon et jouait doucement des mélodies traditionnelles de Picardie. Jamais elle ne tentait de toucher l'animal. Jamais elle ne forçait le contact. « Tu perds ton temps avec ce démon, petite », lui dit Jean-Luc, le doyen des palefreniers, un homme aux mains calleuses et au visage buriné par des décennies passées au service des Beaumont. Certains animaux naissent sauvages, d'autres sont brisés au-delà de toute réparation. « Je ne cherche pas à le réparer », répondit simplement Amélie. « Je lui tiens juste compagnie. » Philippe Beaumont observait la situation avec une irritation croissante. Chaque jour, il pressait son père de se débarrasser à la fois du cheval inutile et de la fille rêveuse qui gaspille son temps de travail. « Cette propriété n'est pas un refuge pour animaux, père, » insistait-il. « C'est une entreprise qui doit générer des profits. » Les écuries Beaumont ont toujours représenté plus que des profits, Philippe, répondait invariablement Henri. Elles incarnent une tradition d'excellence et de respect. Un matin particulièrement froid, Amélie arriva aux écuries avant l'aube. Des hennissements angoissés résonnaient dans la structure centenaire en pierre. Tonnerre s'agitait dans son box, frappant les parois avec ses sabots, ses yeux reflétant une panique inexplicable. Sans hésiter, elle s'assit à sa place habituelle et commença à jouer une berceuse normande que sa mère lui chantait quand elle était enfant. Les notes délicates flottèrent dans l'air froid, contrastant avec la puissance brute du cheval affolé. Progressivement, les coups contre les parois s'espacèrent. Tonnerre s'immobilisa, ses oreilles pivotant vers la source de la musique. Pour la première fois depuis son arrivée, il s'approcha de la grille, juste assez pour que son museau se trouve à quelques centimètres des doigts d'Amélie. La jeune fille resta absolument immobile, continuant sa mélodie. Et puis, le miracle auquel personne n'aurait cru se produisit. Tonnerre avança doucement son museau et effleura le bout des doigts d'Amélie, un geste si délicat qu'il semblait impossible qu'il vienne d'un animal de 600 kilos connu pour sa fureur. « Nous nous comprenons, toi et moi », murmura Amélie, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Nous connaissons tous deux la douleur d'être seuls au monde. » Elle continua à jouer, ses doigts tremblant légèrement sur les touches miniatures de l'accordéon. Tonnerre ne recula pas.
Il resta là, respirant doucement, comme s'il absorbait chaque note, chaque vibration. À l'entrée des écuries, invisible dans l'ombre, Henri Beaumont observait la scène, profondément ému. Cette jeune fille timide avait accompli en quelques jours ce que des experts chevronnés avaient jugé impossible. Dans le box voisin, un autre cheval s'agita, brisant le moment. Tonnerre recula vivement, retournant au fond de son box. Mais quelque chose avait changé. Une connexion s'était établie, fragile comme un fil de soie, mais bien réelle. Amélie rangea son accordéon dans sa poche et se leva doucement. « À demain, Tonnerre », chuchota-t-elle avant de s'éloigner pour commencer sa journée de travail. Le lendemain, lorsqu'elle revint avec son banc et son livre, elle trouva une pomme fraîche posée devant le box de Tonnerre, avec une note manuscrite. « Continuez, mademoiselle Dupont. H.B. » Ce soir-là, quand tous se retirèrent pour le dîner, Amélie retourna seule aux écuries, s'assit dans le couloir à une distance respectueuse du box de Tonnerre et, sortant le petit accordéon de sa poche, commença à jouer une douce berceuse normande, la même que sa mère lui jouait les nuits où le monde semblait trop grand. Ce soir-là, quand tous se retirèrent pour le dîner, Amélie retourna seule aux écuries, s'assit dans le couloir à une distance respectueuse du box de Tonnerre et, sortant le petit accordéon de sa poche, commença à jouer une douce berceuse normande, la même que sa mère lui jouait les nuits où le monde semblait trop grand. Les jours suivants, Amélie établit une routine discrète mais immuable. Bien avant que le soleil ne teinte l'horizon de rose, elle se glissait hors de son lit étroit, s'habillait silencieusement et traversait la cour encore endormie. L'air frais du petit matin s'accrochait à ses cheveux, tandis qu'elle serrait contre elle un livre usé de poèmes de Victor Hugo, héritage de sa mère au même titre que le petit accordéon. Le domaine Beaumont dormait encore quand elle prenait place sur une caisse en bois retourné, à 3 mètres exactement de la porte du box de Tonnerre. Jamais plus près, jamais plus loin. La constance était son allié dans cette danse délicate avec la peur. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, lisait-elle doucement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Les mots de Hugo flottaient dans l'air comme une brume légère, enveloppant l'espace entre elle et l'imposant percheron noir. Tonnerre se tenait immobile au fond de son box, ses yeux brillants fixés sur elle. Il ne s'approchait pas encore, mais il ne se cachait plus. Ses oreilles, constamment orientées vers Amélie, suivaient chaque inflexion de sa voix, chaque pause dans sa lecture. Un matin, alors qu'elle refermait son livre après une demi-heure de lecture, une ombre apparut dans l'encadrement de la porte principale. « Vous êtes encore là, mademoiselle Dupont », constata Philippe Beaumont, son ton oscillant entre l'agacement et la curiosité malsaine. Vêtu d'un costume trop élégant pour l'heure matinale, il s'avança dans le couloir, ses chaussures italiennes claquant sur les pavés. Tonnerre recula immédiatement, disparaissant dans l'ombre de son box. Un souffle nerveux, presque un gémissement, trahit sa détresse soudaine. « Votre père a besoin de vous aux écuries principales », poursuivit Philippe, observant avec une satisfaction mal dissimulée le recul du cheval. « Ce projet personnel est un luxe que nous ne pouvons nous permettre indéfiniment. Les palefreniers sont payés pour s'occuper des chevaux qui rapportent, pas pour réciter de la poésie à des causes perdues. » Amélie se leva, serrant son livre contre sa poitrine comme un bouclier. « J'arrive tout de suite, monsieur Beaumont », répondit-elle doucement, sans lever les yeux. Lorsque Philippe s'éloigna enfin, elle jeta un dernier regard vers le box. « À plus tard », murmura-t-elle, et bien que Tonnerre restât invisible, un léger bruissement de paille lui indiqua qu'il l'avait entendu. Plus tard ce même jour, Amélie surprit une conversation entre Philippe et son père dans le bureau principal, la porte entr'ouverte laissant filtrer leur voix. « Elle gaspille un temps précieux, père », insistait Philippe, sa voix tranchante. « Nous avons 6 chevaux de course qui nécessitent une attention constante pour les qualifications de Longchamp, et notre meilleur employé joue la charmante de Serpent avec un cheval bon pour l'équarrissage. » Henri Beaumont, assis derrière son bureau massif en chêne, lissa sa moustache grisonnante avant de répondre. Cette jeune fille a accompli plus en 1 semaine que nos experts en 6 mois avec d'autres cas difficiles. Ce n'est pas du temps perdu, c'est de l'investissement. De l'investissement ? Le rire de Philippe était sec comme une brindille qui casse. Dans quoi exactement ? Un cheval qui ne courra plus jamais, qui ne reproduira jamais, qui occupe un box qui pourrait abriter un champion.
Dans la connaissance, Philippe, dans notre réputation, dans ce qui a toujours distingué les Beaumont des marchands de chevaux ordinaires, notre capacité à voir au-delà de la valeur immédiate. Amélie s'éloigna sur la pointe des pieds, le cœur battant. Cette conversation confirmait ce qu'elle soupçonnait déjà. Sa petite routine avec Tonnerre était menacée, suspendue à la volonté fluctuante des puissants. Le lendemain matin, Jean-Luc, le plus ancien palefrenier du domaine, l'attendait près du box de Tonnerre. Son visage buriné par 60 années de travail au grand air se plissa en un sourire fatigué quand il la vit arriver. « Tu perds ton temps avec ce démon, petite », dit-il en secouant la tête. « Certains animaux naissent sauvages, d'autres sont brisés au-delà du réparable. » Amélie posa son livre et s'assit à sa place habituelle. « Je ne cherche pas à le réparer, monsieur Jean-Luc, juste à lui montrer qu'il n'est pas seul. » Le vieil homme s'appuya contre le mur, l'observant avec un mélange de perplexité et d'admiration réticente. « J'ai vu des hommes mourir en essayant d'apprivoiser des chevaux moins dangereux que celui-ci. Qu'est-ce qui te fait croire que tu réussiras là où d'autres ont échoué ?» Amélie sortit son accordéon de sa poche. « Je ne veux pas l'apprivoiser, je veux juste être là. » Elle commença à jouer une mélodie simple, traditionnelle de la région. Au fond du box, Tonnerre s'agita, puis s'approcha lentement de la grille, attiré comme par un aimant invisible. Jean-Luc écarquilla les yeux, trop expérimenté pour ne pas reconnaître l'extraordinaire dans ce simple mouvement. « Bon sang », murmura-t-il, avant de s'éloigner silencieusement, laissant Amélie à sa musique et à son étrange communion. Les jours s'enchaînèrent, identiques et pourtant subtilement différents. Amélie commença à apporter des pommes qu'elle coupait en petits morceaux, les déposant sur le sol du box sans jamais forcer Tonnerre à les prendre de sa main. Parfois, il les ignorait complètement. D'autres fois, il attendait qu'elle s'éloigne pour les manger furtivement. Sa méthode défait toutes les règles conventionnelles de dressage. Où d'autres utiliseraient longe, mors et cravache, Amélie offrait une patience infinie, un espace sans exigence, une présence constante mais jamais envahissante. Un après-midi, alors qu'elle lisait Le Petit Prince à voix haute, s'attardant sur le passage où le renard explique comment être apprivoisé, une voix grave l'interrompit. « Fascinant », dit monsieur Lavoisier, le vétérinaire à la retraite qui visitait occasionnellement les écuries. Grand, mince, avec une barbe blanche soignée, il avait soigné des générations de chevaux Beaumont. Vous appliquez instinctivement ce que les meilleurs comportementalistes équins mettent des années à comprendre. Amélie rougit, fermant son livre. « Je fais seulement ce qui me semble naturel, monsieur. C'est précisément ce qui est remarquable. » Il s'approcha, restant toutefois à une distance respectueuse du box. Un cheval porte la mémoire de la douleur dans chaque muscle. Chaque nerf, chaque fibre se souvient du trauma. Nos méthodes traditionnelles tentent d'effacer ces souvenirs par la force. Vous les reconnaissez et les respectez. Tonnerre observait le nouveau venu avec méfiance, mais sans la panique qui aurait été sa réaction habituelle. Amélie réalisa que sa propre présence servait désormais d'ancrage, de point de référence rassurant pour l'animal traumatisé. « Pourriez-vous venir demain matin ?» demanda impulsivement monsieur Lavoisier. « J'aimerais vous montrer quelque chose qui pourrait vous aider. » Le lendemain, ils étaient assis sur les marches de l'écurie, le soleil levant dessinant des ombres allongées sur les pavés. Le vétérinaire avait apporté un carnet de croquis où il dessina rapidement l'anatomie d'un cheval, pointant certaines zones avec son crayon. « Voyez-vous, mademoiselle Dupont, les chevaux sont des créatures de fuite. Leur survie dépend de leur capacité à détecter le danger et à s'enfuir rapidement. Quand un trauma les empêche de fuir, comme Tonnerre attaché lors de l'accident, cette impuissance se transforme en terreur pure, puis en agression. Il indiqua l'encolure, les flancs, les jambes. La tension s'accumule ici et ici. Votre présence calme, votre musique, votre voix. Tout cela aide à relâcher ces nœuds de peur fossilisés. » Suivant ses conseils, Amélie raffina sa routine. Toujours les mêmes horaires, toujours les mêmes vêtements, toujours le même banc positionné exactement au même endroit. La prévisibilité devint son outil principal, construisant jour après jour un monde où Tonnerre pouvait commencer à se sentir en sécurité. Un matin particulièrement brumeux, elle trouva Jean-Luc appuyé contre le mur opposé au box,
observant silencieusement le percheron qui mangeait tranquillement les morceaux de pommes qu'elle avait déposés la veille. « Je commence à croire que tu n'es pas complètement folle, petite, » admit-il à contre-cœur. « Ou alors nous le sommes tous les deux. » Ce petit commentaire marqua un tournant. D'autres employés commencèrent à observer discrètement les progrès, d'abord sceptiques, puis avec une curiosité croissante. Le boulanger local, M. Pelletier, après avoir entendu l'histoire au marché, commença à mettre de côté des pains aux carottes, spécialement pour que Amélie les apporte à Tonnerre. Mais Philippe Beaumont observait cette évolution avec une irritation grandissante. De la fenêtre de son bureau, il prenait des notes détaillées sur le temps qu'Amélie passait avec Tonnerre, calculant mentalement les coûts et les risques de cette situation qui échappait à son contrôle. Un matin d'avril, alors que les premiers rayons du soleil perçaient à travers les nuages, Amélie fut surprise de trouver Tonnerre particulièrement agité. Il tournait en rond dans son box, hennissant doucement, presque plaintif. Quelque chose avait perturbé sa routine soigneusement établie. Elle s'installa à sa place habituelle et commença à jouer une mélodie normande joyeuse sur son accordéon. Pour la première fois, Tonnerre s'approcha immédiatement de la grille, comme attiré par la musique. Plus surprenant encore, il commença à suivre le rythme, frappant légèrement le sol de son sabot avant. Amélie rit, un son cristallin rarement entendu dans les écuries. L'écho de ce rire sembla toucher quelque chose en Tonnerre, qui secoua sa tête majestueuse comme s'il participait à cette joie inattendue. Ce moment de communion fut brutalement interrompu par l'arrivée bruyante d'un groupe de visiteurs élégants, guidé par Philippe Beaumont en personne. « Et voici notre curiosité locale », annonça-t-il d'une voix forte, délibérément théâtrale. « Mademoiselle Dupont et sa thérapie musicale. » Des rires polis s'élevèrent du groupe, tandis que Tonnerre reculait vivement, sa posture redevenant défensive en un instant. Amélie rangea précipitamment son accordéon, les joues brûlantes. « Malheureusement, » poursuivit Philippe, « le temps consacré à ce projet pittoresque serait mieux employé auprès des champions que vous êtes venus voir. Par ici, messieurs, dames. » Humiliée, Amélie se retira sans mot dire. Mais parmi les visiteurs, une femme élégante aux cheveux argentés s'attarda, observant attentivement la réaction du cheval au départ de la jeune fille. Madame Rousseau, veuve influente et cliente importante des Beaumont, nota comment l'animal s'agitait immédiatement, cherchant visiblement Amélie du regard. « Mon défunt mari disait toujours, » murmura-t-elle à personne en particulier, « les chevaux ne répondent pas à ce que nous faisons, mais à ce que nous sommes. » Puis elle rejoignit le groupe, une expression pensive sur son visage aristocratique. Ce soir-là, Amélie se retira plus tôt que d'habitude, blessée par l'humiliation publique. Les mots cinglants de Philippe résonnaient encore dans son esprit, semant le doute sur ses efforts des dernières semaines. Peut-être était-elle vraiment en train de perdre son temps, de se bercer d'illusions. Alors que les lumières s'éteignaient une à une dans les logements des employés, une voiture élégante aux phares discrets s'arrêta devant les écuries. Madame Rousseau en descendit, enveloppée dans un châle de cachemire contre la fraîcheur du soir. D'un pas décidé, elle se dirigea vers la petite maison où vivaient Jacques Dupont et sa fille, déterminée à parler d'un talent qu'elle n'avait pas vu depuis que sa bisaïeule travaillait avec des chevaux traumatisés après la Grande Guerre. Cette nuit-là, alors qu'Amélie se retirait plus tôt que d'habitude, le cœur meurtri par l'humiliation publique, une voiture élégante se gara discrètement devant la modeste maison des Dupont. Madame Rousseau, enveloppée dans un châle de cachemire, frappa 3 coups légers à la porte. Ce fut Jacques qui ouvrit, surpris de trouver une des plus importantes clientes des écuries Beaumont sur son seuil à une heure aussi tardive. « Madame Rousseau, est-ce que tout va bien ?»« Parfaitement bien, monsieur Dupont. Puis-je entrer ? J'aimerais vous parler de votre fille. » Le petit salon des Dupont, avec ses meubles usés mais impeccablement entretenus, contrastait fortement avec les intérieurs luxueux auxquels Madame Rousseau était habituée. Pourtant, l'aristocrate s'installa avec une aisance naturelle, comme si les fauteuils râpés lui étaient de familiers. « Votre fille possède un don », commença-t-elle sans préambule, sortant de son sac une enveloppe en cuir contenant des photographies jaunies. « Un don que je n'ai pas vu depuis ma bisaïeule, Élisabeth de Mornay. » Elle étala les photos sur la table basse. Des images en sépia montraient une femme élégante entourée de chevaux, certains visiblement blessés, d'autres portant des harnachements militaires.
Après la Grande Guerre, des milliers de chevaux sont revenus du front, brisés physiquement et mentalement. Les vétérinaires militaires voulaient tous les abattre. Ma bisaïeule s'y est opposée. Elle a créé une méthode que tous jugeaient folle. Pas de contraintes, pas de dressage forcé, juste de la patience et de la présence. Jacques observait les photos avec attention, reconnaissant dans ces images centenaires quelque chose qu'il voyait quotidiennement chez sa propre fille. Les méthodes d'Élisabeth ont fini par être reconnues, poursuivit Madame Rousseau. Elle a sauvé des centaines de chevaux que tous considéraient comme perdus. Elle sortit ensuite de son sac un paquet enveloppé de tissu. Ces livres appartenaient à ma bisaïeule. Ils contiennent ses notes, ses observations, ses techniques. Je pense qu'ils pourraient aider Amélie. Le lendemain matin, Amélie découvrit les livres anciens posés sur la table de la cuisine, accompagnés d'un mot simple de son père. Un cadeau de Madame Rousseau. Elle croit en toi. À la lueur d'une lampe à huile, bien avant l'aube, elle parcourut avidement les pages jaunies couvertes d'une écriture élégante. Les méthodes d'Élisabeth de Mornay résonnaient profondément en elle. Non pas comme des techniques à apprendre, mais comme la confirmation d'intuitions qu'elle avait toujours eues sans savoir les nommer. Un passage en particulier la frappa. Un cheval traumatisé vit simultanément dans deux mondes, celui du présent et celui de sa terreur passée. Notre travail n'est pas de l'arracher à son passé, mais de l'ancrer suffisamment dans notre présent pour qu'il puisse choisir où habiter. Ce matin-là, Amélie modifia subtilement son approche avec Tonnerre. Suivant les conseils du livre, elle s'assit face au box, mais au lieu de commencer immédiatement à lire ou jouer, elle ferma les yeux et synchronisa consciemment sa respiration avec celle du grand cheval noir. Inspiration profonde, expiration lente. Après quelques minutes, elle remarqua que Tonnerre avait adopté le même rythme respiratoire, une connexion invisible mais palpable s'établissant entre eux. Elle ouvrit alors son exemplaire usé du Petit Prince et reprit sa lecture là où elle l'avait laissé la veille, s'attardant sur le passage où le renard explique comment être apprivoisé. « Si tu veux un ami, apprivoise-moi. »« Que faut-il faire ?» dit le Petit Prince. « Il faut être très patient, » répondit le renard. Tonnerre s'était approché de la grille, plus près qu'il ne l'avait jamais fait volontairement. Ses naseaux frémissaient doucement, comme s'il humait les mots eux-mêmes. Les jours suivants, Amélie intégra d'autres techniques des carnets d'Élisabeth. Elle apprit à se positionner toujours légèrement de côté, jamais directement face à Tonnerre, une posture non menaçante qui respectait l'instinct de fuite du cheval. Elle commença également à verbaliser chacun de ses mouvements avant de les exécuter, créant une prévisibilité rassurante. « Je vais maintenant prendre mon accordéon », annonçait-elle doucement avant de glisser sa main dans sa poche. « Je vais jouer la chanson de la rivière. » À sa grande surprise, cette simple narration semblait apaiser Tonnerre. Le traumatisme créait de l'imprévisibilité. Ces mots reconstruisaient un monde ordonné, compréhensible. Un après-midi, alors qu'elle lisait tranquillement, elle entendit des bruits de pas précipités dans le couloir principal. Philippe apparut, accompagné d'un groupe d'hommes en costume élégant, tous portant le même air suffisant que seul confère une richesse héritée sur plusieurs générations. « Messieurs, voici les écuries principales où nous gardons nos champions », annonçait Philippe d'une voix forte, délibérément plus sonore que nécessaire. « Nous allons contourner cette section. C'est là que nous gardons un spécimen problématique. Rien qui mérite votre attention. » Malgré ces paroles, il dirigea intentionnellement le groupe vers le box de Tonnerre, où Amélie était assise sur son tabouret habituel. Elle se leva précipitamment, consciente de son tablier usé et de ses cheveux ébouriffés par le vent du matin. « Ah, notre petite enchanteresse de chevaux !» commenta Philippe avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Une curiosité locale, disons. Les visiteurs rirent poliment, observant Amélie comme une attraction de foire. L'un d'eux, un homme corpulent aux joues rouges, s'approcha trop près du box, provoquant un recul immédiat de Tonnerre. « Il semble que votre magie ait ses limites, mademoiselle, » ricana-t-il. « Malheureusement, » intervint Philippe, « le temps que cet employé consacre à cet animal irrécupérable serait mieux investi dans les champions que vous êtes venus voir. Si vous voulez bien me suivre. » Les joues brûlantes de honte, Amélie s'apprêtait à se retirer quand elle remarqua qu'une femme du groupe était restée en arrière. Madame Rousseau observait attentivement non pas Amélie, mais Tonnerre.
notant comment le cheval s'était avancé de nouveau dès que le groupe s'était éloigné. « Remarquable, » murmura l'aristocrate. « Mon défunt mari disait toujours, les chevaux ne répondent pas à ce que nous faisons, mais à ce que nous sommes. Je vois maintenant ce qu'il voulait dire. » Elle s'approcha d'Amélie, gardant une distance respectueuse du box. Ces hommes sont des investisseurs potentiels que Philippe tente d'impressionner. Ne prenez pas leurs moqueries à cœur. Ils ne comprennent que les chiffres, pas les âmes. Après le départ de Madame Rousseau, Amélie resta immobile un long moment, digérant cette étrange rencontre. Elle avait toujours perçu les riches clients des Beaumont comme une entité monolithique, mais peut-être existait-il des nuances qu'elle n'avait pas considérées. Ce soir-là, au marché du village, Amélie fut surprise quand M. Pelletier, le boulanger, l'appela depuis son étal. « J'ai mis de côté quelque chose de spécial », annonça-t-il en lui tendant un sac en papier. « Des pains aux carottes, pour le cheval de la petite Amélie. » Devant son regard interrogateur, il ajouta « Madame Rousseau est passée ce matin. Elle nous a raconté pour ton percheron. Un rescapé, comme mon frère après Verdun. Parfois, ceux qui ont vu l'enfer ont juste besoin qu'on les regarde différemment, pas vrai? Ce n'était pas grand-chose, juste quelques pains aux carottes, mais ce petit geste signifiait beaucoup. Sur le chemin du retour, la professeure retraitée, Madame Mercier, l'arrêta pour lui prêter un livre sur le comportement équin qu'elle avait commandé spécialement à la librairie de Senlis. Petit à petit, une toile invisible de soutien se tissait autour d'Amélie et Tonnerre. Des gestes modestes, des encouragements discrets, comme si le village entier conspirait doucement contre l'indifférence des puissants. Avec une confiance renouvelée, Amélie intensifia ses efforts. Suivant les conseils des livres d'Élisabeth, elle commença à entrer régulièrement dans le box, s'asseyant simplement dans un coin avec son livre, permettant à Tonnerre de l'observer et de s'approcher selon sa volonté. Les premiers jours, il resta à distance, méfiant. Puis, progressivement, la distance diminua. Un matin particulièrement brumeux, Henri Beaumont arriva aux écuries plus tôt que d'habitude. Il avait pris l'habitude de passer discrètement voir les progrès d'Amélie, sans jamais interférer. Mais ce qu'il vit ce jour-là le figea sur place. Amélie se trouvait dans le grand pré d'entraînement, baignée de la lumière dorée de l'aube. Et à côté d'elle, sans longe, sans licol, marchait Tonnerre. Ils avançaient côte à côte, synchronisés dans une danse silencieuse où chaque pas semblait négocié par un langage invisible. « Mademoiselle Dupont » appela doucement Henri, faisant s'arrêter net la jeune fille et le cheval. Tonnerre ne s'enfuit pas, ne montra aucun signe de panique. Il resta simplement immobile, son regard alternant entre Amélie et le nouveau venu, comme s'il évaluait la situation. « Comment avez-vous réussi cela ?» demanda Henri en s'approchant lentement, quand tous les spécialistes ont échoué. Amélie caressa doucement l'encolure de Tonnerre avant de répondre. « Je n'ai pas essayé de le réparer, monsieur. J'ai juste montré que je comprenais sa douleur. » Cette réponse simple toucha profondément le vieil homme. Il y reconnut une sagesse qui dépassait de loin les méthodes conventionnelles enseignées dans les meilleures écoles équestres. La nouvelle de cette connexion extraordinaire se répandit rapidement. Des employés commencèrent à s'arrêter par hasard près du pré pendant les sessions matinales d'Amélie. Jean-Luc, qui avait été le plus sceptique, devint son défenseur le plus vocal lors des réunions du personnel. « La petite a un don », affirmait-il quand certains remettaient en question le « gaspillage de temps ». Ce qu'elle fait avec ce cheval, je ne l'ai jamais vu en 40 ans de métier. Philippe, cependant, percevait cette évolution avec une inquiétude grandissante. De la fenêtre de son bureau, il observait l'admiration croissante de son père pour Amélie, une simple employée qui menaçait ses projets soigneusement élaborés. Il intensifia sa pression, présentant des plans de modernisation qui réduiraient drastiquement les coûts en éliminant les employés sentimentaux et les chevaux non productifs. « Les écuries Beaumont doivent évoluer ou mourir », déclarait-il lors des réunions d'investisseurs. « Le sentimentalisme est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. » Un soir, alors qu'Amélie finissait sa journée, elle surprit une conversation entre Henri et son fils dans le bureau principal. « Il y a plus dans la tradition Beaumont que les simples profits, Philippe, » disait Henri avec une fermeté inhabituelle. « Il y a l'honneur de faire ce qui est juste.
L'honneur ne paie pas les factures, père, répliqua froidement Philippe, ni n'assure l'avenir de cette propriété dans un monde qui change. Le lendemain matin, une lettre arriva aux écuries Beaumont, adressée personnellement à Henri, portant le sceau officiel de la prestigieuse garde républicaine de Paris. Quelqu'un d'important avait entendu parler d'une jeune fille à Chantilly qui parvient à communiquer avec des chevaux considérés comme irrécupérables, et manifestait le désir de constater cette connexion extraordinaire. Une opportunité qui pourrait changer à jamais le destin d'Amélie comme celui des écuries Beaumont. Le lendemain matin, une lettre arriva aux écuries Beaumont, adressée personnellement à Henri, portant le sceau officiel de la prestigieuse garde républicaine de Paris. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre parmi les employés. Les membres de la garde, cette unité d'élite qui escortait le président de la République lors des cérémonies officielles, s'intéressaient à une simple fille d'écurie et à un cheval que tous avaient considéré comme perdu. Madame Rousseau revint aux écuries le jour suivant, apportant avec elle d'autres livres anciens pour Amélie. En les lui remettant, elle partagea une confidence. Ma bisaïeule disait que certaines personnes naissent avec une âme qui résonne naturellement avec celle des chevaux. Vous êtes de celle-là, mademoiselle Dupont. La visite imminente de la garde créait une effervescence palpable dans tout le domaine. Henri y voyait une reconnaissance prestigieuse, une validation de sa décision de faire confiance à l'instinct d'Amélie plutôt qu'au conseil des experts. Pour Jacques Dupont, c'était la fierté silencieuse de voir sa fille, si longtemps invisible, soudain au centre de l'attention. Un matin particulièrement orageux, les nuages s'amoncelaient au-dessus de Chantilly, lourds de promesses de tempête. Amélie arrivait aux écuries quand les premières gouttes commencèrent à tomber, grosses et froides. Elle avait prévu de travailler avec Tonnerre dans le grand manège couvert, anticipant le mauvais temps. Mais quelque chose dans l'atmosphère était différent. Les chevaux étaient agités bien avant que l'orage n'éclate véritablement. Dans tous les box, des hennissements nerveux et des coups de sabot résonnaient comme un avertissement. Jean-Luc et les autres palefreniers expérimentés s'affairèrent déjà, vérifiant les portes, rassurant les animaux les plus sensibles. « Ils sentent la tempête qui arrive », expliqua Jean-Luc en croisant Amélie. « Celle-ci sera violente. » Comme pour confirmer ses paroles, un éclair déchira le ciel, immédiatement suivi d'un coup de tonnerre assourdissant. L'effet fut immédiat. Dans toutes les écuries, les chevaux s'agitèrent davantage, certains se cabrant dans leur box, d'autres tournant frénétiquement en cercle. Mais le son qui glaça le sang d'Amélie venait du box isolé où se trouvait Tonnerre. Ce n'était pas un hennissement ordinaire de peur, c'était un cri presque humain, déchirant, un son qu'elle n'avait jamais entendu, même lors de son arrivée. Elle courut, ignorant la pluie qui trempait ses vêtements. Des éclairs illuminaient le chemin par intermittence, transformant les flaques en miroirs argentés. Quand elle atteignit le box de Tonnerre, le spectacle la figea sur place. L'immense percheron était en proie à une terreur absolue. Il se jetait contre les murs de son box avec une force destructrice, ses yeux révulsés ne voyant plus le présent mais quelque horreur du passé. Du sang commençait à perler sur son épaule là où il s'était écorché contre une poutre. « Tonnerre !» cria Amélie, mais sa voix fut noyée dans un nouveau coup de tonnerre. La révélation la frappa comme une gifle. Bien sûr, le nom même du cheval, Tonnerre. Et sa réaction ? L'accident qui l'avait traumatisé avait dû se produire pendant un orage. Chaque coup de tonnerre ne faisait pas que l'effrayer. Il le renvoyait littéralement dans le moment du trauma, revivant l'horreur de l'accident qui avait tué son maître. Sans réfléchir aux conséquences, Amélie ouvrit la porte du box et se glissa à l'intérieur, refermant rapidement derrière elle. C'était de la folie, 600 kilos de panique pure dans un espace confiné, mais elle ne pouvait pas rester là à le regarder se détruire. « Amélie, non !» C'était la voix de Philippe Beaumont qui arrivait en courant, attiré par le vacarme. « Sortez immédiatement !» Mais elle ne l'écoutait pas. Tonnerre galopait en cercle serré dans le box, ses sabots massifs frappant le sol avec une force qui aurait pu briser les os de quiconque se trouvait sur leur chemin. Amélie se plaqua contre le mur, attendant le moment propice. Puis, dans un geste d'une témérité insensée, elle se plaça directement sur la trajectoire du cheval affolé. « Regarde-moi », dit-elle fermement, mais sans élever la voix. « Regarde-moi. Seulement moi. » Pendant un instant terrible, il sembla que Tonnerre allait la piétiner. Philippe, qui observait de l'entrée,
hurla à Amélie de sortir. Mais alors se produisit quelque chose d'extraordinaire. L'immense cheval noir s'arrêta brutalement à quelques centimètres d'Amélie, tremblant violemment, son souffle puissant formant des nuages de vapeur dans l'air frais. « Je suis là », murmura-t-elle, maintenant le contact visuel s'ensillait, malgré la peur qui lui nouait l'estomac. « Tu n'es pas seul dans cet orage. » Elle leva lentement la main, un mouvement si progressif qu'il semblait à peine perceptible. Pour la première fois, elle toucha délibérément le museau de Tonnerre. L'animal ne recula pas. Au lieu de cela, dans un geste qui sembla briser quelque chose en elle, il baissa sa tête massive, permettant à Amélie de caresser les cicatrices sur son encolure. « C'est ça », chuchota-t-elle, ses doigts traçant doucement les marques de brûlure. « Tu es en sécurité maintenant ?» Un nouvel éclair illumina le box, suivi d'un grondement de Tonnerre. Tonnerre tressaillit violemment, mais ne s'enfuit pas. Ses yeux restaient de fixés sur Amélie, comme si elle était son seul ancrage dans la tempête. « Impossible », murmura Philippe, véritablement impressionné malgré lui. La tempête dura 1 heure entière, et pendant tout ce temps, Amélie resta dans le box avec Tonnerre, parlant doucement, le touchant quand il le permettait, reculant quand il avait besoin d'espace. Elle lui raconta des histoires, sur sa mère, sur le petit accordéon, sur les prés verdoyants où il pourrait un jour galoper librement. Quand enfin la pluie s'atténua et que les derniers grondements s'éloignèrent, Tonnerre était épuisé, mais calme. Il se tenait près d'Amélie, son immense tête reposant presque sur son épaule, dans une posture de confiance absolue qui aurait semblé impossible quelques heures plus tôt. Philippe était parti depuis longtemps, mais Henri était resté, observant de loin cette transformation miraculeuse. Quand Amélie émergea finalement du box, trempée et épuisée mais rayonnante, il l'attendait avec une serviette sèche. « Comment avez-vous su quoi faire ?» demanda-t-il doucement. « Je ne savais pas, » admit-elle. « J'ai juste senti qu'il avait besoin que quelqu'un lui montre que l'orage n'apportait pas toujours la douleur. » Dans les jours qui suivirent, un changement subtil mais profond s'opéra dans la relation entre Amélie et Tonnerre. La barrière invisible qui subsistait entre eux s'était effondrée pendant la tempête. Le cheval la cherchait désormais activement, hennissant doucement quand elle apparaissait le matin. Une semaine après l'incident, Henri Beaumont trouva Amélie dans le champ d'entraînement à l'aube. Pour son émerveillement, elle marchait côte à côte avec Tonnerre, sans rêne, sans licol, juste une connexion invisible entre eux. Le cheval s'arrêtait quand elle s'arrêtait, tournait quand elle tournait, dans une danse synchronisée qui semblait défier tout ce que l'homme savait sur le dressage équin. « Mademoiselle Dupont » appela Henri, faisant s'arrêter net la jeune fille et le cheval. « Comment avez-vous réussi cela quand tous les spécialistes ont échoué ?» Amélie caressa l'encolure de Tonnerre avant de répondre, un geste devenu naturel entre eux. « Je n'ai pas essayé de le réparer, monsieur. J'ai juste montré que je comprenais sa douleur. » Cette réponse, dans sa simplicité même, toucha profondément Henri. Il y avait là une sagesse que tous les manuels d'équitation du monde ne pouvaient enseigner. La nouvelle de la connexion entre Amélie et Tonnerre se répandit rapidement dans les cercles équestres de Chantilly. Des visiteurs commencèrent à apparaître spécifiquement pour témoigner du miracle de la fille et du cheval noir. Philippe observait cette situation avec une irritation croissante, voyant son autorité diminuer à mesure que la réputation d'Amélie grandissait. Un matin, alors qu'Amélie travaillait avec Tonnerre dans le manège, elle remarqua que le cheval s'arrêtait régulièrement, regardant vers la galerie. En suivant son regard, elle aperçut le maire de Chantilly, accompagné de plusieurs notables, qui observaient discrètement la session. La jeune enchanteresse de chevaux, l'entendit-elle murmurer. Tout le marché dominical ne parle que de cela. Ce soutien inattendu donna à Amélie une confiance nouvelle. Pour la première fois de sa vie, elle n'était plus simplement la fille du palefrenier, mais une personne reconnue pour ses propres mérites. Philippe, cependant, n'acceptait pas facilement ce changement dans l'équilibre du pouvoir. Un soir, il convoqua une réunion d'urgence avec le conseil administratif de la propriété. Cette fille transforme l'héritage de la famille en un cirque sentimental, argumenta-t-il, présentant un plan de modernisation qui incluait la vente de chevaux non productifs et la réduction du personnel. Le lendemain, Jacques Dupont fut informé que son contrat serait
renégocier, un euphémisme pour une réduction de salaire. Nous ne pouvons pas maintenir des employés uniquement par tradition, expliqua froidement Philippe. Le message était clair. Amélie et son père étaient sous attaque. Quand Amélie apprit la nouvelle, une colère inhabituelle monta en elle. Pendant des années, elle s'était effacée, avait baissé les yeux, accepté sa place dans l'ombre. Mais maintenant, quelque chose avait changé. Tonnerre lui avait appris que la douceur n'excluait pas la force. Ce soir-là, alors qu'elle quittait les écuries, elle croisa Philippe qui inspectait les installations. « Monsieur Beaumont, » dit-elle, le regardant directement dans les yeux pour la première fois. « Pourquoi cherchez-vous à punir mon père pour mon travail avec Tonnerre ?» Philippe parut momentanément déstabilisé par cette confrontation directe. « Mademoiselle Dupont, les décisions commerciales dépassent votre compréhension. Votre père est payé pour un travail spécifique, pas pour vous permettre de jouer à la dresseuse de chevaux. »« Ce n'est pas un jeu, » répondit-elle calmement. « Et vous le savez. » Un éclair de quelque chose, peut-être du respect, peut-être de la crainte, traversa le regard de Philippe. « La garde républicaine arrive dans 2 semaines. Impressionnez-les si vous pouvez. Mais n'oubliez pas que dans ce domaine, c'est moi qui décide qui reste et qui part. » La menace était à peine voilée. Amélie hocha simplement la tête et s'éloigna, mais son esprit travaillait déjà. Si Philippe voulait une démonstration pour la garde républicaine, elle lui en donnerait une qu'il n'oublierait jamais. Le jour suivant, en arrivant aux écuries, Amélie trouva un groupe de visiteurs inhabituels qui l'attendaient. Le boulanger, M. Pelletier, la fleuriste Mme Fournier et plusieurs autres commerçants du village. « Nous avons entendu parler de ce qui se passe, » expliqua la fleuriste. « C'est une honte ce qu'ils font à votre père. Les Beaumont ont toujours été justes, jusqu'à ce que ce jeune Philippe revienne de Paris avec ses idées. « Que puis-je faire » demanda Amélie, touchée par ce soutien inattendu. « Continuez » répondit simplement le boulanger. « Montrez-leur ce que vous et ce cheval pouvez accomplir ensemble. Tout Chantilly est derrière vous. » Cette vague de soutien communautaire donna à Amélie une détermination nouvelle. Si la visite de la garde républicaine était sa chance de prouver la valeur de son travail, elle devait s'y préparer méticuleusement. Avec l'aide discrète de M. Lavoisier, elle commença à concevoir une démonstration qui mettrait en valeur non seulement les progrès de Tonnerre, mais aussi la méthode unique qu'elle avait développée. Une méthode basée non sur la domination, mais sur la compréhension mutuelle. Un soir, alors qu'elle finissait de travailler avec Tonnerre, elle aperçut Philippe observant depuis son bureau. Quelque chose dans son regard avait changé. Ce n'était plus seulement de l'irritation, mais quelque chose de plus calculateur, presque menaçant. Si auparavant elle n'était qu'une nuisance, maintenant elle représentait un véritable obstacle à ses plans. « Impossible », avait-il murmuré en la voyant calmer Tonnerre pendant l'orage. Mais ce moment d'admiration involontaire s'était transformé en quelque chose de plus sombre. Si la fille avait réussi là où des experts avaient échoué, elle n'était plus simplement une inconvénient, mais un atout précieux ou un obstacle dangereux pour ses projets concernant l'avenir des écuries Beaumont. Le soutien inattendu des commerçants de Chantilly avait insufflé à Amélie une détermination nouvelle. Le lendemain matin, elle arriva aux écuries avant même que le premier rayon de soleil ne caresse les toits d'ardoise. L'air était encore frais, chargé de cette humidité particulière qui précède l'aube lorsqu'elle poussa doucement la porte du box de Tonnerre. Le grand percheron noir leva la tête, ses oreilles pointant immédiatement dans sa direction. Depuis l'incident de l'orage, quelque chose avait fondamentalement changé entre eux. La méfiance instinctive qui habitait encore parfois le regard de l'animal s'était transformée en une curiosité confiante. « Bonjour, mon beau », murmura Amélie en refermant soigneusement la porte derrière elle. Elle s'assit simplement sur le sol paillé, son dos contre le mur de pierre, et ouvrit un livre qu'elle avait apporté. Une technique des carnets d'Élisabeth de Mornay suggérait de passer du temps dans l'espace du cheval sans rien exiger de lui, inversant ainsi la dynamique habituelle où l'humain dictait toujours les termes de l'interaction. Tonnerre l'observa quelques instants. Puis, dans un mouvement qui fit battre plus fort le cœur d'Amélie, il s'approcha et se coucha près d'elle, à distance respectueuse, mais plus proche qu'il ne l'avait jamais fait volontairement. « Je vais lire à voix haute », annonça-t-elle doucement, suivant le principe de verbaliser chaque action pour créer un environnement prévisible. Pendant près d'1 heure,
Elle lut des passages du Petit Prince, s'attardant particulièrement sur l'histoire de l'apprivoisement du renard. Tonnerre écoutait, ses yeux mi-clos, son souffle profond et régulier synchronisé avec celui d'Amélie. À l'autre bout du domaine, dans son bureau aux boiseries sombres, Philippe Beaumont étudiait attentivement les livres de contes des écuries. Son visage, habituellement composé dans une expression d'assurance aristocratique, trahissait maintenant une irritation grandissante. Il repoussa brusquement un registre épais. « Les sentiments coûtent cher », murmura-t-il en contemplant les chiffres. « Et cette propriété n'est pas une institution de charité. » Son regard dériva vers la fenêtre, d'où il pouvait apercevoir une partie des paddocks. La silhouette mince d'Amélie s'y dessinait maintenant, accompagnée de l'imposante masse noire de Tonnerre. La jeune fille pratiquait des mouvements lents, presque méditatifs, inspirés des techniques décrites dans les livres anciens. Le cheval, à quelques mètres d'elle, l'observait attentivement. Philippe plissa les yeux, soudain plus intrigué qu'irrité. Ce qui se déroulait sous ses yeux défiait toute logique commerciale, certes, mais révélait peut-être une opportunité qu'il n'avait pas encore considérée. Dans le paddock, Amélie continuait ses exercices. Elle avait appris des carnets d'Élisabeth que les chevaux traumatisés répondaient particulièrement bien au langage corporel en miroir, une technique où l'humain imitait subtilement certains gestes équins pour établir une communication non verbale. « Maintenant, je vais me tourner lentement », annonça-t-elle à voix basse. Elle exécuta un demi-tour gracieux et, à sa grande surprise, Tonnerre fit quelques pas dans sa direction, comme attiré par ce mouvement familier. C'était infime, 3 pas seulement, mais pour Amélie, c'était une victoire monumentale. Pour la première fois, le cheval choisissait activement de s'approcher d'elle dans un espace ouvert. Progressivement, jour après jour, Amélie raffina cette danse silencieuse. Chaque matin, elle consacrait 1 heure à ses exercices dans le paddock, sous le regard de plus en plus intéressé des autres employés qui arrivaient pour leur service. « Elle ne le touche même pas », murmura un jour Jean-Luc à Marcel, alors qu'ils observèrent discrètement. Et pourtant, il la suit comme s'il était attaché à elle par un fil invisible. Marcel secoua la tête entre incrédulité et admiration. 40 ans à travailler avec des chevaux, et je n'ai jamais rien vu de pareil. Le 5e jour, Amélie tenta quelque chose de nouveau. Après leurs exercices habituels, elle ouvrit doucement la porte du paddock et sortit, s'arrêtant juste à l'extérieur. Elle attendit, le cœur battant, sans forcer ni appeler. Tonnerre hésita longuement, piaffant près de la barrière ouverte. Son corps massif tremblait légèrement, tiraillé entre la peur ancestrale de l'inconnu et la confiance nouvelle envers cette humaine si différente des autres. « C'est ton choix », murmura Amélie. « Toujours ton choix. » Finalement, dans un mouvement qui sembla demander un effort considérable, Tonnerre franchit la porte du paddock et vint se placer à côté d'Amélie. Pas tout à fait contre elle, mais indéniablement à ses côtés. C'est ainsi qu'Henri Beaumont les trouva ce matin-là, marchant côte à côte dans l'allée principale, sans licol, sans longe, juste cette connexion invisible entre eux. « Mademoiselle Dupont », appela-t-il doucement, faisant s'arrêter net la jeune fille et le cheval. Tonnerre ne s'enfuit pas. Il tourna simplement la tête vers Henri, ses oreilles pivotant avec curiosité mais sans peur. « Comment avez-vous réussi cela ?» demanda Henri en s'approchant lentement. « Quand tous les spécialistes ont échoué ?» Amélie caressa doucement l'encolure de Tonnerre avant de répondre. « Je n'ai pas essayé de le réparer, monsieur. J'ai juste montré que je comprenais sa douleur. » Cette réponse simple toucha Henri plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Il y avait dans ces mots une sagesse qui transcendait les méthodes conventionnelles, une approche qui remettait en question tout ce qu'il croyait savoir sur la relation entre l'homme et le cheval. La nouvelle de cette connexion extraordinaire se répandit comme une traînée de poudre. En quelques jours à peine, le nom d'Amélie Dupont était sur toutes les lèvres à Chantilly. Le boulanger, M. Pelletier, réservait désormais chaque matin un panier entier de pain aux carottes pour le cheval de mademoiselle Amélie. La professeure retraitée, Madame Mercier, avait organisé un petit groupe de lecture au café du village pour étudier les ouvrages sur le comportement équin qu'elle continuait de commander spécialement. Même le maire, lors de sa visite annuelle au domaine, prit le temps de s'arrêter pour observer une session matinale. « Extraordinaire », commenta-t-il à Henri. « On en parle jusqu'à Senlis, vous savez. »
la jeune fille qui parle aux chevaux brisés. Philippe observait cette évolution avec un mélange d'irritation et de calcul stratégique. Dans son bureau, il multipliait les réunions avec des investisseurs potentiels, présentant des plans ambitieux de modernisation qui, invariablement, impliquaient une réduction drastique du personnel et la vente des chevaux considérés comme non rentables. Le sentimentalisme est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre, répétait-il, sa voix lisse et convaincante. Les écuries Beaumont doivent évoluer pour survivre. Un soir particulièrement doux de fin de printemps, alors que le domaine s'endormait progressivement, Amélie retourna aux écuries. Elle avait remarqué plus tôt que Tonnerre semblait agité, peut-être en raison du changement de pression atmosphérique qui annonçait un orage lointain. Elle trouva le grand percheron nerveux, ses oreilles plaquées en arrière, son souffle court. Sans hésiter, elle entra dans le box et s'assit simplement contre le mur. « Je vais jouer pour toi », annonça-t-elle doucement, sortant son petit accordéon. Les premières notes d'une mélodie normande s'élevèrent dans l'air tiède de la soirée. C'était un air que sa mère lui jouait souvent, une chanson simple sur les pommiers en fleurs et les marais de la Manche. Progressivement, Tonnerre se calma. Ses oreilles se redressèrent, son souffle ralentit. Et puis, à la stupéfaction d'Amélie, il s'approcha et se coucha délicatement près d'elle, son immense tête à quelques centimètres seulement de ses genoux. « Tu aimes la musique », murmura-t-elle, émerveillée par cette nouvelle découverte. Elle continua à jouer, passant d'une mélodie à l'autre, observant comment certains airs semblaient particulièrement apaiser le grand cheval noir. C'était une forme de communication qu'elle n'avait pas pleinement explorée jusqu'alors, un langage universel qui transcendait les barrières entre espèces. Henri Beaumont, attiré par la musique alors qu'il effectuait sa ronde du soir, s'arrêta silencieusement à l'entrée du box. La scène qui s'offrait à lui, cette jeune fille simple jouant de l'accordéon pour un cheval que tous avaient jugé irrécupérable, le figea sur place. Il y avait dans ce tableau une beauté si pure, si authentique, qu'il sentit sa gorge se nouer d'émotion. Le lendemain matin, Henri convoqua Amélie dans son bureau. Elle s'y rendit avec appréhension, craignant que Philippe n'ait finalement convaincu son père de mettre fin à son projet. « Mademoiselle Dupont », commença Henri dès qu'elle fut assise. « J'ai reçu une réponse de la garde républicaine. Ils sont très intéressés par votre travail avec Tonnerre. » Amélie sentit son cœur s'accélérer. La garde républicaine, ces cavaliers d'élite qui représentaient l'excellence équestre française lors des cérémonies officielles, s'intéressaient à elle, simple fille d'écurie. « Il souhaite vous voir travailler avec lui, » poursuivit Henri. « Observez votre méthode. Si elle les convainc, ils envisagent même une collaboration pour réhabiliter certains de leurs chevaux traumatisés lors de missions officielles. »« Monsieur, je ne sais pas quoi dire, » balbutia Amélie. Henri sourit, un sourire chaleureux qui rappelait le père qu'il avait été avant que l'ambition de Philippe ne transforme leur relation. « Dites simplement que vous continuerez ce travail remarquable. Et n'écoutez pas mon fils. Certaines traditions méritent d'être préservées, notamment celle de traiter les animaux avec dignité. » En sortant du bureau d'Henri, Amélie croisa Philippe dans le couloir. Son regard froid l'évalua rapidement. « Mon père devient sentimental avec l'âge », commenta-t-il sèchement. « Ne prenez pas ces encouragements pour une garantie d'emploi permanent. » Amélie, qui autrefois aurait baissé les yeux devant une telle remarque, soutint son regard. « Monsieur Beaumont, pourquoi vous opposez-vous tant à ce travail? Si la garde républicaine s'y intéresse, cela pourrait apporter prestige et reconnaissance aux écuries Beaumont. » Philippe la considéra un long moment avant de répondre. « Parce que, mademoiselle Dupont, votre approche remet en question tout un système. Et certains systèmes, une fois questionnés, ne peuvent plus jamais fonctionner comme avant. » Sur ces paroles énigmatiques, il s'éloigna, laissant Amélie méditer sur cette confrontation inattendue. Pour la première fois, elle entrevoyait que son humble travail avec Tonnerre représentait peut-être quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, une remise en question fondamentale de la relation entre pouvoir et compassion. Une lettre arriva aux écuries Beaumont, adressée personnellement à Henri, avec le sceau officiel de la prestigieuse garde républicaine de Paris,
quelqu'un d'important avait entendu parler d'une jeune fille à Chantilly qui parvient à communiquer avec des chevaux considérés comme irrécupérables et manifestait le désir de constater cette connexion extraordinaire, une opportunité qui pourrait changer à jamais le destin tant d'Amélie que des écuries Beaumont. La lettre de la garde républicaine créa une effervescence immédiate aux écuries Beaumont. En quelques heures à peine, la nouvelle s'était répandue parmi tous les employés. Des officiers viendraient dans 2 semaines observer la méthode d'Amélie avec Tonnerre. Pour Henri, c'était l'occasion de redorer le blason familial. Pour Amélie, une validation inespérée de son approche si peu conventionnelle. Le lendemain matin, Henri convoqua tout le personnel dans la cour principale. Le soleil matinal baignait les bâtiments de pierre d'une lumière dorée, tandis que les employés formaient un demi-cercle attentif devant leur patron. « Cette visite est une opportunité extraordinaire », annonça Henri, sa voix portant plus loin qu'à l'habitude. « Une chance de montrer que la tradition Beaumont d'excellence équestre est toujours vivante. » Amélie, debout au fond du groupe, remarqua le regard appuyé que lui lança Philippe. Contrairement à l'enthousiasme de son père, le fils observait la scène avec une froideur calculatrice qui la mit immédiatement mal à l'aise. Plus tard ce jour-là, alors que tous vaquaient à leurs occupations, Philippe s'enferma dans son bureau. La lettre officielle reposait devant lui, son sceau rouge semblant le narguer. Il l'examina minutieusement, passant du sceau à la signature, puis aux détails de la visite prévue. Son expression passa progressivement de l'irritation au calcul stratégique. « Une opportunité, vraiment », murmura-t-il pour lui-même. « Mais peut-être pas celle que mon père imagine. » Les jours suivants, une tension subtile s'installa dans les écuries. Amélie continuait son travail quotidien avec Tonnerre, mais quelque chose avait changé. Le grand percheron noir, habituellement si réceptif désormais à sa présence, montrait des signes d'agitation nouvelle. Il refusait parfois d'approcher la barrière quand elle arrivait, et sursautait au moindre bruit. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon beau ?» lui demanda-t-elle doucement un matin, alors qu'il s'était réfugié au fond de son box, les oreilles plaquées en arrière. Ce n'est qu'en entrant dans le box qu'elle remarqua le changement. La paille n'était pas la même. Plus grossière, avec une odeur différente. Un détail insignifiant pour la plupart, mais Amélie savait combien les chevaux traumatisés s'accrochaient à la prévisibilité de leur environnement. « Qui a changé ta litière ?» murmura-t-elle, perplexe. Le lendemain, alors qu'elle arrivait aux écuries avant l'aube comme à son habitude, Amélie eut une surprise désagréable. Tonnerre n'était plus dans son box habituel. Paniquée, elle parcourut les allées jusqu'à le trouver dans une stalle éloignée, plus petite et moins lumineuse. « Ordre de Monsieur Philippe », expliqua Thomas, un palefrenier récemment embauché. Réorganisation des écuries avant la visite officielle. Le changement brutal d'environnement avait visiblement perturbé Tonnerre. Ses yeux montraient cette méfiance des premiers jours et un filet de sueur nerveuse luisait sur son encolure malgré la fraîcheur matinale. Amélie passa 1 heure entière simplement assise dans un coin du nouveau box, laissant Tonnerre s'habituer à sa présence dans ce cadre inconnu. Elle chantonnait doucement, toujours les mêmes mélodies normandes que sa mère lui avait apprises, créant un pont sonore familier dans cet espace étranger. Au fil des jours, d'autres changements subtils mais perturbants apparurent. Les horaires d'alimentation furent modifiés sans préavis. Des équipements de dressage qu'Amélie n'utilisait jamais se retrouvèrent mystérieusement déplacés près du box de Tonnerre. Et surtout, un bruit constant de travaux commença à résonner précisément pendant les heures où elle travaillait habituellement avec le cheval. « Rénovation nécessaire avant la visite », fut l'explication laconique de Philippe lorsqu'elle osa questionner ces perturbations. Les conséquences ne tardèrent pas à se manifester. Tonnerre commença à montrer des signes inquiétants de régression. Il redevenait nerveux, méfiant, parfois refusant complètement l'approche. Ces sautes d'humeur rappelaient douloureusement à Amélie les premiers jours de leur rencontre, comme si des mois de patient travail s'effaçaient progressivement. Un matin particulièrement difficile, alors que Tonnerre avait refusé même le morceau de pomme qu'elle lui offrait, Amélie remarqua quelque chose d'étrange dans sa mangeoire. Les grains habituels semblaient mélangés à d'autres, plus sombres, qu'elle ne reconnaissait pas. Désespérée, elle chercha conseil auprès de Monsieur Lavoisier. Le vétérinaire à la retraite examina l'échantillon qu'elle avait prélevé, son visage s'assombrissant à mesure qu'il observait.
Quelqu'un a ajouté des graines de fenouil sauvage, conclut-il gravement. En petite quantité, c'est inoffensif, mais cela provoque une irritabilité nerveuse chez les chevaux sensibles. Est-ce dangereux? S'inquiéta Amélie. Pour sa santé physique, non. Mais pour un animal déjà traumatisé, cette tension nerveuse constante peut défaire tout le travail psychologique accompli. Ces mots confirmèrent ce qu'Amélie soupçonnait déjà. Ces accidents n'en étaient pas. Quelqu'un, et elle avait une idée précise de qui, sabotait délibérément son travail avec Tonnerre. Le soir même, lors d'une réception caritative au château de Chantilly, Madame Rousseau se fraya discrètement un chemin jusqu'à Philippe. L'aristocrate, élégante dans sa robe de soirée bleu nuit, aborda le jeune Beaumont avec le sourire poli que décennies de vie mondaine avaient perfectionné. « Un événement bien organisé, n'est-ce pas ?» commença-t-elle innocemment. « Presque aussi bien préparé que votre domaine pour la visite de la garde, j'imagine. » Philippe inclina légèrement la tête, sur ses gardes. « Nous faisons les ajustements nécessaires, madame. » « Des ajustements ?» Son sourcil s'arqua délicatement. « J'ai cru comprendre que certains changements avaient perturbé la routine de ce magnifique percheron noir dont tout le monde parle. » « Les routines doivent parfois être adaptées aux exigences commerciales, » répondit-il froidement. « Curieux, » poursuivit-elle en sirotant son champagne. « Mon défunt mari, qui élevait des pur-sangs depuis 3 générations, disait toujours que perturber l'équilibre d'un cheval juste avant une présentation importante était, comment disait-il déjà? Ah oui, une stratégie de sabotage digne des plus médiocres marchands de chevaux. » Le visage de Philippe se crispa imperceptiblement. « Avec tout le respect que je dois à la mémoire de votre époux, madame, les méthodes modernes diffèrent parfois des traditions sentimentales. » « Oh, certainement, » acquiesça-t-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Mais saviez-vous que je siège au conseil d'administration de l'Association française pour le bien-être équin? Nous avons justement un représentant qui accompagnera la délégation de la garde républicaine. » Elle s'éloigna sur ces mots, laissant Philippe visiblement tendu, son verre de champagne serré un peu trop fort dans sa main. Pendant ce temps, aux écuries, Amélie luttait contre le découragement. La veille de la visite approchait, et Tonnerre semblait plus distant que jamais. Tous ces mois de progrès patients s'effilochaient comme un tissu précieux mal entretenu. Cette nuit-là, après une journée particulièrement difficile, elle prit une décision radicale. Emportant une couverture usée et son petit accordéon, elle retourna aux écuries désertées. La lune pleine baignait les bâtiments d'une lumière argentée, projetant des ombres allongées sur les pavés. Amélie s'installa dans le box de Tonnerre, s'adossant au mur opposé. Le grand cheval noir l'observait avec méfiance, maintenant cette distance qui brisait le cœur de la jeune fille. « Je reste avec toi cette nuit », annonça-t-elle simplement. « Juste toi et moi, comme au début. » Elle sortit son accordéon et commença à jouer les mélodies que Tonnerre avait toujours semblé préférer. Pendant la première heure, il resta immobile dans son coin, tendu et vigilant. Puis, imperceptiblement, quelque chose changea. Ses oreilles, auparavant plaquées en arrière, pivotèrent vers la musique. Sa respiration s'approfondit, devint plus régulière. Amélie continua à jouer, même lorsque ses doigts commencèrent à s'engourdir. Elle alterna avec des lectures à voix basse, puis des silences paisibles, où seule leur respiration rythmait l'obscurité. Vers le milieu de la nuit, le miracle se produisit. Tonnerre s'approcha lentement et se coucha près d'elle, pas tout à fait contre elle, mais assez proche pour qu'elle sente la chaleur émanant de son corps massif. C'était comme si, dans le calme absolu de la nuit, loin des perturbations orchestrées, leur connexion avait retrouvé sa force originelle. À l'aube, Henri Beaumont, qui avait pris l'habitude de faire une ronde matinale avant que le domaine ne s'éveille, découvrit Amélie endormie contre Tonnerre. Le cheval, parfaitement éveillé, montait une garde tranquille sur la jeune fille, son grand corps formant un rempart protecteur. Ce tableau émut profondément le vieil homme. Mais son émotion se transforma en consternation lorsqu'il remarqua, posés près de la porte du box, des documents qui n'auraient pas dû se trouver là. En les examinant, son visage s'assombrit. C'étaient des ordres de modification d'alimentation, de changement de box, de travaux bruyants, tous signés de son nom,
mais d'une écriture qui imitait la sienne sans l'être vraiment. Alors qu'il rangeait les papiers dans sa veste, son regard tomba sur quelque chose d'autre, un petit sac contenant ces mêmes graines sombres qu'Amélie avait trouvées dans la nourriture de Tonnerre. Henri quitta silencieusement les écuries, ses preuves de trahison pesant lourd dans sa poche. Dans son bureau, il trouva d'autres documents révélateurs, des plans de modernisation bien plus radicaux que ceux présentés officiellement, prévoyant la vente discrète de chevaux considérés comme non rentables, dont Tonnerre. Le choc de cette découverte fut suivi d'une détermination nouvelle. Il rédigea rapidement plusieurs lettres, puis convoqua Jean-Luc, le plus ancien et loyal des palefreniers. « Assurez-vous que mademoiselle Dupont ait tout ce dont elle a besoin aujourd'hui, » ordonna-t-il. « Et que personne, j'insiste, personne, n'interfère avec sa préparation pour demain. » Le jour de la visite, tant attendue, arriva enfin. Dès l'aube, une activité fébrile animait les écuries Beaumont. Les uniformes impeccables de la garde républicaine apportèrent une touche de solennité supplémentaire à l'événement. Le commandant, un homme à la prestance imposante, fut accueilli personnellement par Henri. Contre toute attente, malgré les semaines de sabotage, Amélie réalisa une démonstration saisissante. Dans le grand manège, sous les regards attentifs des officiers, elle guida Tonnerre uniquement par le langage corporel et des commandes vocales presque imperceptibles. Le grand percheron noir, comme sentant l'importance du moment, répondait avec une grâce et une précision qui contrastaient fortement avec son passé traumatique. « Remarquable », commenta le commandant à Henri, alors qu'Amélie terminait sa démonstration par un exercice où Tonnerre la suivait librement, sans aucune contrainte physique. Ce que nous venons de voir dépasse largement le dressage conventionnel. Puis, jetant un regard significatif vers Philippe qui observait depuis les tribunes, il ajouta à voix basse « Monsieur Beaumont, ce que nous avons observé aujourd'hui va au-delà du dressage conventionnel. Cette jeune fille possède un don qui pourrait révolutionner nos méthodes. Je vous suggère de bien protéger ce trésor que vous avez entre les mains, car il existe ceux qui tenteraient de s'approprier un tel talent pour leurs propres fins. » Le commandant de la garde républicaine s'éloigna, laissant Henri Beaumont pensif. La démonstration d'Amélie avait dépassé toutes les attentes, transformant un simple exercice équestre en quelque chose qui ressemblait davantage à une danse entre deux êtres profondément connectés. Dans les jours qui suivirent, une atmosphère nouvelle flotta sur les écuries Beaumont. La visite avait été un triomphe indéniable, attirant l'attention bien au-delà des cercles équestres habituels. Un matin particulièrement ensoleillé, Henri convoqua Amélie dans son bureau. La pièce, avec ses meubles en bois sombre et ses trophées équestres d'un autre âge, contrastait avec la lumière dorée qui inondait l'espace par les hautes fenêtres. « Mademoiselle Dupont », commença-t-il, son visage marqué par les années s'éclairant d'un sourire. « Le commandant Lefort m'a contacté hier soir. La garde envisage sérieusement un programme collaboratif basé sur vos méthodes. » Amélie sentit son cœur s'accélérer. « Un programme, monsieur ? » ?»« Oui, ils ont plusieurs chevaux qui ont subi des traumatismes lors de cérémonies officielles. Coups de feu, foule bruyante, accidents. Des animaux exceptionnels qu'ils répugnent à réformer, mais dont le comportement est devenu imprévisible. La proposition était extraordinaire. Une reconnaissance officielle de son approche. Une validation que ses instincts n'étaient pas simplement des fantaisies sentimentales comme Philippe aimait à le suggérer. « J'aimerais y réfléchir si vous me le permettez, » répondit-elle, consciente de l'importance de cette décision. Henri acquiesça, comprenant sa prudence. « Bien sûr, mais sachez que je soutiens pleinement cette initiative. » En quittant le bureau, Amélie aperçut Philippe qui l'observait depuis le couloir, son regard plus indéchiffrable que jamais. La démonstration réussie avait momentanément interrompu ses critiques ouvertes, mais quelque chose dans sa posture suggérait qu'il était loin d'avoir abandonné. Les jours suivants virent défiler aux écuries Beaumont un nombre inhabituel de visiteurs. Journalistes équestres, propriétaires de chevaux problématiques, même un professeur de l'école nationale vétérinaire d'Alfort venu observer les méthodes d'Amélie. Sa notoriété grandissante semblait inversement proportionnelle à l'humeur de Philippe, qui se faisait de plus en plus rare, enfermé dans son bureau à élaborer ce qu'Amélie soupçonnait être de nouveaux plans. Un mercredi, son jour de congé hebdomadaire,
Amélie se rendit sur la tombe de sa mère dans le petit cimetière communal. C'était une tradition qu'elle respectait religieusement, apportant toujours quelques fleurs sauvages cueillies dans les prés environnants. Ce jour-là, pourtant, elle ressentit une inquiétude diffuse en s'éloignant des écuries, comme un pressentiment qu'elle ne pouvait expliquer. « Tu serais fière, maman », murmura-t-elle devant la pierre simple. « Ton accordéon a aidé à guérir un cheval que tout le monde croyait perdu. » Elle resta plus longtemps que d'habitude, partageant en silence avec sa mère absente les événements extraordinaires des dernières semaines. Le soleil déclinait déjà lorsqu'elle reprit le chemin des écuries, pressant le pas malgré sa fatigue. L'agitation qui régnait à son arrivée lui confirma immédiatement que quelque chose n'allait pas. Jean-Luc, d'ordinaire si posé, courait presque vers elle dès qu'il l'aperçut. « Petite, nous t'avons cherché partout. » Son visage habituellement jovial était marqué par une inquiétude qui fit froid dans le dos d'Amélie. « Que se passe-t-il ? C'est Tonnerre. Il n'est plus là. » Ces simples mots eurent l'effet d'un coup physique. Amélie courut jusqu'au box de Tonnerre, comme si les paroles de Jean-Luc pouvaient être une erreur, un malentendu. Mais la stalle était vide, la litière fraîchement changée, l'abreuvoir nettoyé, comme si le grand percheron noir n'avait jamais existé. « Où est-il » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Monsieur Philippe a dit qu'il avait été transféré pour une évaluation vétérinaire spécialisée, expliqua Marcel, un autre palefrenier qui les avait rejoints. Tout s'est passé très vite pendant que la plupart d'entre nous étaient au déjeuner. Amélie sentit la panique monter en elle, une sensation de vertige qui lui rappelait douloureusement le jour où on lui avait annoncé la mort de sa mère. Sans réfléchir, elle se précipita vers le bureau de Philippe, ignorant les conventions qui lui auraient normalement interdit d'entrer sans frapper. « Où est Tonnerre » exigea-t-elle, la voix tremblante non de peur mais de colère. Philippe, assis derrière son bureau impeccablement rangé, leva les yeux avec une expression de surprise feinte. « Ah, mademoiselle Dupont, je vous cherchais justement. »« Où est-il » répéta-t-elle, incapable de contenir l'émotion qui faisait vibrer sa voix. « L'animal a été transféré temporairement pour évaluation vétérinaire. » répondit-il sèchement. « Ordre direct de l'administration. »« Quelle évaluation ? Il était en parfaite santé. Et pourquoi ne pas m'avoir consulté ?» Philippe se leva lentement, son visage se durcissant. « Vous n'avez pas votre mot à dire dans ces décisions, mademoiselle Dupont. Vous êtes une employée, pas une directrice. Les chevaux sont la propriété des Beaumont, pas vos animaux de compagnie. Je vous suggère de vous concentrer sur vos véritables responsabilités. » Amélie le fixa, reconnaissant dans ses yeux froids cette même indifférence calculatrice qu'elle avait vue chez les riches clients qui traitèrent les chevaux comme de simples investissements. Tonnerre était en train de guérir. Il me fait confiance. Était ? Fait ? Le sourire de Philippe s'élargit imperceptiblement. Votre attachement émotionnel vous fait parler au présent, mademoiselle. Intéressant. La froideur délibérée de sa réponse confirma ce qu'Amélie soupçonnait déjà. Ce transfert n'avait rien à voir avec une évaluation vétérinaire. C'était une vengeance, une démonstration de pouvoir. Elle quitta le bureau, les jambes tremblantes, pour trouver Jean-Luc qui l'attendait dans le couloir, son vieux visage creusé par l'inquiétude. « Viens » murmura-t-il en l'entraînant vers les écuries secondaires. Dans un coin isolé, à l'abri des regards, le vieil homme lui révéla la vérité. Tonnerre a été emmené aux écuries du Nord, la propriété de Sébastien Mercier, un ami de Philippe. Le nom fit frissonner Amélie. Les écuries du Nord avaient une réputation sulfureuse parmi les connaisseurs. Installations luxueuses en façade, mais méthodes brutales en coulisses. « J'ai entendu les hommes qui l'ont transporté », continua Jean-Luc, baissant encore la voix. Il parlait de l'utiliser comme étalon s'il parvenait à le dompter, ou sinon. Il n'acheva pas sa phrase, mais le sous-entendu était clair. Les écuries du Nord étaient connues pour leur connexion avec des abattoirs légaux. « Il va se laisser mourir », murmura Amélie, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Tonnerre ne mange pas quand il a peur. Il refuse toute nourriture venant d'étrangers. La nouvelle du transfert de Tonnerre se répandit rapidement dans la petite communauté de Chantilly. Au marché dominical, marchands et habitants locaux exprimèrent ouvertement leur indignation. « Une honte ce qu'ils font à la petite et son cheval », commenta sans détour Madame Fournier, la fleuriste, en servant une cliente. Les Beaumont ont toujours été justes, jusqu'à ce que ce jeune Philippe revienne de Paris avec ses idées.
Monsieur Pelletier, le boulanger, refusa même de servir Philippe lorsque celui-ci envoya un employé chercher des viennoiseries pour une réunion d'affaires. « Dites à votre patron que mon pain n'est pas pour ceux qui séparent ceux qui devraient rester unis », déclara-t-il solennellement. Cette solidarité inattendue touchait Amélie, mais ne suffisait pas à apaiser son inquiétude croissante pour Tonnerre. Chaque heure qui passait augmentait le risque que le cheval, privé de sa présence rassurante, ne régresse complètement. Un rayon d'espoir apparut lorsque M. Lavoisier vint la trouver 3 jours après le transfert. « J'ai contacté un confrère qui travaille occasionnellement pour les écuries du Nord », expliqua le vétérinaire à la retraite. Tonnerre refuse effectivement de s'alimenter. Il a attaqué 2 palefreniers qui tentèrent de le faire sortir dans le paddock. « Ils vont le maltraiter », murmura Amélie, horrifiée. « C'est déjà commencé », confirma gravement Lavoisier. « Mon collègue a vu des marques de cravache fraîches sur son flanc. » Cette révélation fut la goutte d'eau. Amélie, habituellement si réservée, si respectueuse de la hiérarchie, sentit quelque chose se briser en elle. Cette même nuit, elle frappa à la porte de la grande maison Beaumont, demandant à voir Henri directement. Le patriarche la reçut dans son salon privé, surpris par cette visite tardive mais sensible à la détresse évidente de la jeune fille. « Monsieur » commença Amélie, la voix tremblante mais déterminée. « Je dois vous parler de Tonnerre. » Henri l'écouta attentivement tandis qu'elle décrivait ce qu'elle avait appris. Les conditions de détention aux écuries du Nord, le refus de Tonnerre de s'alimenter, les premières maltraitances. « Comment pouvez-vous être sûr de ces allégations » demanda-t-il, non par scepticisme mais par prudence. « Monsieur Lavoisier a un collègue qui y travaille, et j'ai ressenti sa détresse, » ajouta-t-elle, consciente de la difficulté à expliquer cette connexion presque mystique qu'elle partageait avec le cheval. Henri resta silencieux un long moment, pesant visiblement ses options. Finalement, il se leva et se dirigea vers son bureau, en extrayant un document qu'il tendit à Amélie. « Demain, c'est le jour du grand marché aux chevaux de Chantilly. Philippe y sera toute la journée, représentant notre famille auprès d'acheteurs potentiels. » Il marqua une pause significative. Ce serait peut-être l'occasion de visiter les écuries du Nord, discrètement. « Mais comment, monsieur? Ils ne me laisseront pas entrer. Jean-Luc connaît le chemin, et ceci pourrait vous aider. » Il lui tendit un document officiel portant le sceau de la famille Beaumont. Une autorisation de transport d'urgence, signée par moi. Ce n'est pas exactement conventionnel, mais c'est légal. Amélie prit le papier d'une main tremblante, saisie par l'audace du plan et la confiance implicite que lui accordait Henri. « Pourquoi faites-vous cela ?» ne put-elle s'empêcher de demander. Le vieil homme sourit tristement. « Parce que j'ai consacré ma vie à ces écuries, mademoiselle Dupont. Et ce que mon fils fait actuellement va à l'encontre de tout ce que les Beaumont ont toujours représenté. » Le lendemain matin, alors que toute l'attention de Chantilly se concentrait sur le prestigieux marché aux chevaux, Amélie, Jean-Luc et le jeune Pierre, apprenti palefrenier, se dirigeaient vers les écuries du Nord dans un vieux camion de transport. Le cœur d'Amélie battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. « Tu es sûre de vouloir faire ça, petite ?» demanda Jean-Luc en conduisant sur les routes sinueuses qui traversèrent la forêt. « Si Philippe l'apprend, je n'ai pas le choix, » répondit-elle simplement. « Tonnerre se laissera mourir sans moi. » À l'entrée des écuries du Nord, un gardien baraqué leur bloqua initialement le passage. Le document d'Henri suscita sa méfiance, mais quelques billets discrètement glissés par Jean-Luc finirent par ouvrir les portes de l'établissement. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur confirma leur pire crainte. Tonnerre était enfermé dans un box isolé, visiblement amaigri après seulement quelques jours. Des marques de fouet fraîches striaient son flanc autrefois luisant, et son regard, quand il se posa sur Amélie, contenait un mélange déchirant de soulagement et de désespoir. Le grand percheron noir émit un hennissement qui sembla déchirer le ciel lui-même, un son si profondément chargé d'émotion qu'il fit monter les larmes aux yeux des 3 visiteurs. « On va te ramener à la maison », promit Amélie en entrant dans le box, ignorant les avertissements de Jean-Luc. Pendant que Pierre préparait discrètement le camion pour le transport, Jean-Luc documenta les conditions déplorables des autres chevaux, animaux sous-alimentés, équipements de contrainte brutaux, médicaments non approuvés empilés dans une remise mal fermée. Le chargement de Tonnerre dans le camion se fit avec une facilité surprenante, comme si l'animal comprenait parfaitement qu'il s'agissait de son sauvetage.
Ils étaient à presque arrivés à la sortie quand une voix glaciale les figea sur place. « Vol, mademoiselle Dupont !» Philippe Beaumont se tenait devant eux, flanqué de 2 hommes à l'allure menaçante. Son sourire froid ne faisait qu'accentuer la fureur qui brillait dans ses yeux. « Cela finira non seulement par vous coûter votre emploi, mais aussi votre liberté. »« Vol, mademoiselle Dupont !» La voix de Philippe Beaumont résonna comme un coup de fouet dans l'air frais du matin. Amélie sentit son cœur s'arrêter un instant, tandis que Jean-Luc et Pierre se figeaient à ses côtés. Dans le camion, Tonnerre s'agita nerveusement, percevant immédiatement la tension. « Cela finira non seulement par vous coûter votre emploi, mais aussi votre liberté. » Amélie se redressa, puisant dans une réserve de courage qu'elle ne se connaissait pas. « Ce n'est pas du vol que de protéger un animal de la maltraitance, monsieur Beaumont. » Philippe s'avança, son élégant costume en parfait contraste avec la poussière du chemin. Les 2 hommes qui l'accompagnaient, des employés des écuries du Nord à en juger par leur tenue, se déployèrent légèrement, bloquant efficacement la route. Maltraitance ? Un rire froid s'échappa de ses lèvres. Prouvez-le. Jean-Luc, dont les 60 ans d'existence avaient forgé une sagesse que Philippe sous-estimait clairement, sortit calmement un téléphone de sa poche. « J'ai tout filmé », annonça-t-il d'une voix ferme. Les conditions déplorables, les marques de fouet, les autres chevaux sous-alimentés. J'ai appelé mon cousin à la gendarmerie pendant que nous sortions. Il a suggéré que nous poursuivions notre chemin et que vous expliquiez tout cela aux autorités, monsieur Beaumont. Le visage de Philippe se décomposa momentanément avant qu'il ne retrouve son masque de froideur calculé. Vous croyez réellement que quelques photos floues impressionneront qui que ce soit ? Mon père ne permettra jamais que vous m'humiliez ainsi. La propriété est à nous. La propriété est à moi, fils. La voix grave d'Henri Beaumont surgit derrière eux. Le patriarche descendait d'une voiture garée quelques mètres plus loin, sa silhouette imposante malgré son âge avancé. Amélie ne l'avait jamais vu aussi sévère, aussi déterminé. Et contrairement à toi, je n'ai jamais oublié que notre réputation s'est construite non seulement sur des victoires, mais sur l'intégrité. Philippe pâlit visiblement, son assurance s'effritant face à l'apparition inattendue de son père. « Père, vous ne comprenez pas. Ces gens volent notre propriété, ils... » Silence, coupa Henri d'un ton qui ne souffrait aucune réplique. « Je sais exactement ce qui se passe ici. Les documents de transfert falsifiés, les tentatives de sabotage, les plans secrets pour vendre Tonnerre à l'abattoir si l'élevage échouait. » Amélie étouffa un cri d'horreur. Dans le camion, Tonnerre hennit violemment, comme s'il comprenait les mots prononcés. Sa réaction fut si vive que le véhicule entier trembla. « Comment osez-vous » s'écria-t-elle, incapable de contenir son indignation. Après tout ce qu'il a traversé, Henri s'approcha du camion, posant une main apaisante sur la porte. « Du calme, Tonnerre. Tout est fini maintenant. » Étonnamment, le grand cheval noir sembla se calmer au son de cette voix familière, bien qu'il restât vigilant, ses oreilles pivotant nerveusement. Philippe, voyant son autorité s'effondrer, tenta une dernière manœuvre. « Père, soyez raisonnable. Cette fille vous a manipulé avec ses tours de cirque. Ce cheval est une ressource commerciale, pas un animal de compagnie. » Une ressource ? La voix d'Henri vibrait d'une colère contenue. « Est-ce ainsi que tu considères tous nos chevaux ? Des ressources à exploiter puis éliminer quand elles ne sont plus rentables ?» Le silence qui suivit fut éloquent. Les 2 hommes qui accompagnaient Philippe échangèrent des regards incertains, clairement mal à l'aise face à ce conflit familial. « Messieurs, » dit Henri en se tournant vers eux, « je vous suggère de retourner informer votre employeur que les écuries Beaumont enquêteront formellement sur les pratiques des écuries du Nord, avec l'aide des autorités compétentes. » Les hommes ne se firent pas prier, disparaissant rapidement vers l'entrée de la propriété. Philippe resta seul, son visage oscillant entre rage et calcul. « Vous le regretterez, siffla-t-il finalement. Ce sentimentalisme ruinera tout ce que notre famille a construit. Non, fils, c'est ton avidité qui aurait tout détruit. » Henri se tourna vers Amélie et les autres. « Ramenez Tonnerre aux écuries. Je vous rejoindrai plus tard pour discuter de l'avenir. » Alors qu'il s'apprêtait à monter dans le camion, Philippe fit un geste soudain qui les figea tous. Il sortit de sa poche une pomme rouge qu'il tendit dans la direction de Tonnerre. « Voyons si votre merveilleux cheval est aussi loyal que vous le prétendez, » défia-t-il avec un sourire mauvais. Amélie remarqua alors que son autre main,
partiellement dissimulé derrière sa jambe, tenait quelque chose, un petit fouet pliant qu'il avait dû prendre dans sa voiture. « Non !» cria-t-elle, mais Philippe s'approchait déjà du camion. « Tu m'obéiras, comme tous ici devraient le faire », siffla-t-il en tendant la pomme vers Tonnerre tout en contournant lentement le véhicule pour accéder à la rampe arrière. Le percheron, sentant immédiatement le danger, commença à s'agiter. Ses yeux roulaient dans leurs orbites, revivant visiblement d'anciens traumatismes. Philippe en profita pour grimper prestement à l'arrière du camion, s'accrochant à la crinière de l'animal tout en brandissant maintenant ouvertement le fouet. « Philippe, arrête !» ordonna Henri, mais son fils l'ignorait, déterminé à prouver sa dominance sur l'animal. Tonnerre commença à se cabrer dans l'espace confiné du véhicule, hennissant de terreur. Amélie courut vers eux, mais la scène se déroulait trop rapidement. Jean-Luc tenta d'intervenir, mais à 60 ans, il n'avait plus la vivacité nécessaire pour maîtriser un homme déterminé. Puis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Au moment où il semblait que Tonnerre allait écraser Philippe contre la paroi du camion dans sa panique, le grand cheval noir s'immobilisa complètement. Ses muscles puissants tremblaient sous l'effort de cette immobilité forcée, mais il se tenait parfaitement statique, comme une statue d'ébène vivante. Ses yeux, habituellement si expressifs, cherchèrent et trouvèrent Amélie dans la foule. « Il attend que vous lui disiez quoi faire », réalisa Henri Beaumont, émerveillé. Cette communication silencieuse entre la jeune fille et l'animal était si évidente, si palpable, que même Philippe en fut momentanément déstabilisé. Son fouet resta suspendu en l'air, inutilisé. Profitant de cet instant d'hésitation, Amélie s'approcha calmement du camion. « Tonnerre !» appela-t-elle doucement, tendant la main. Le choix du cheval fut sans équivoque. Il s'écarta de Philippe sans aucune hésitation, avec une dignité presque humaine, et avança vers Amélie, baissant sa tête massive pour qu'elle puisse toucher son museau. Ce geste, simple mais chargé de signification, fut observé par tous les présents comme la preuve irréfutable d'une connexion que Philippe avait tenté de briser, mais qui s'était révélée plus forte que tous ses plans. Philippe, humilié et exposé, descendit maladroitement du camion. Sans un mot, il s'éloigna vers sa voiture, la posture raide de quelqu'un qui sait avoir perdu bien plus qu'une simple bataille. « On y va », murmura Jean-Luc en remontant au volant. Le trajet de retour aux écuries Beaumont se déroula dans un silence chargé d'émotions contradictoires. Amélie, assise à l'arrière avec Tonnerre, lui parlait doucement, rassurant l'animal par sa simple présence. Le grand percheron noir tremblait encore par moments, réaction nerveuse au stress intense qu'il venait de subir. « Il comprend ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?» demanda Pierre, le jeune apprenti, en observant l'interaction entre Amélie et le cheval. « Les chevaux sont bien plus intelligents que la plupart des gens ne le croient, » répondit Jean-Luc. « Ils ne pensent pas comme nous, mais ils ressentent profondément. Et celui-ci, il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Celui-ci est spécial. » À leur arrivée aux écuries, ils furent accueillis par une scène inattendue. Un petit groupe s'était formé dans la cour principale, des palefreniers, des artisans du village, même quelques clients réguliers des Beaumont. Tous attendaient, comme s'ils avaient été informés de l'opération de sauvetage. « Comment ont-ils su » s'étonna Amélie. Jean-Luc sourit. « Le village n'a pas de secret, petite, et certaines causes rallient les cœurs plus vite que d'autres. » Lorsque la rampe du camion s'abaissa et que Tonnerre apparut, un murmure d'admiration parcourut l'assemblée. Malgré son état affaibli, malgré les marques visibles de mauvais traitement, le percheron noir descendit avec une dignité qui força le respect. Il s'arrêta au bas de la rampe, humant l'air familier des écuries Beaumont, ses oreilles pivotant pour capturer les sons connus. Puis, dans un geste qui émut profondément les spectateurs, il se tourna vers Amélie et inclina légèrement la tête, comme pour la remercier. « Je n'ai jamais rien vu de tel », murmura Madame Rousseau, que Amélie n'avait pas remarqué parmi les présents. « Mon défunt mari disait toujours que les chevaux choisissent leur personne. Rarement ai-je vu un choix aussi clair. Les jours suivants furent consacrés au rétablissement de Tonnerre. Malgré son court séjour aux écuries du Nord, les dégâts étaient visibles, perte de poids, méfiance renouvelée, sursaut au moindre bruit. Amélie passa des heures dans son box, parfois simplement assise en silence, parfois lisant à voix haute,
reconstruisant patiemment la confiance qui avait été ébranlée. « Il guérira », affirma M. Lavoisier après avoir examiné le cheval. « Grâce à vous, ses blessures physiques sont superficielles. Quant aux autres… » Il observa comment Tonnerre suivait Amélie du regard, attentif à chacun de ses mouvements. « Les autres guériront aussi, avec le temps et votre présence. » Une semaine après le sauvetage, Henri Beaumont annonça une nouvelle qui se répandit rapidement dans tout Chantilly. Philippe était officiellement écarté de la gestion des écuries. Il serait envoyé superviser des propriétés familiales en Normandie. Un exil doré, mais un exil néanmoins. Il a falsifié des documents, détourné des fonds, et pire encore, trahi la confiance de nos clients et employés, expliqua sobrement Henri au personnel rassemblé. Les écuries Beaumont se sont toujours distinguées par leur intégrité. Il est temps de revenir à ces valeurs. Alors que la communauté de Chantilly s'apaisait progressivement, tandis que Philippe préparait silencieusement son départ pour la Normandie, laissant Chantilly pour la première fois en décennies sans l'ombre de son amertume. Les nouvelles de la confrontation sur la route se répandirent comme une traînée de poudre. Dès le lendemain, les manchettes des journaux locaux criaient au scandale. Pratiques abusives et fraudes révélées dans des écuries prestigieuses. Conflit chez les Beaumont. Quand la tradition affronte la modernité. Pour la première fois, les méthodes douteuses qui existaient dans l'ombre du monde équestre étaient exposées à la lumière du jour. Une semaine après le sauvetage de Tonnerre, une brigade de la gendarmerie, accompagnée d'inspecteurs du ministère de l'Agriculture, effectua une visite officielle aux écuries du Nord. Les hommes en uniforme arpentèrent méthodiquement les installations, photographiant les conditions de détention, prélevant des échantillons de nourriture, confisquant des médicaments non autorisés. Les images capturées par Jean-Luc s'étaient révélées accablantes, ouvrant la porte à une enquête qui s'étendait désormais à d'autres établissements liés à Sébastien Mercier. Au domaine Beaumont, l'atmosphère oscillait entre soulagement et incertitude. Philippe s'était retranché dans son bureau, invisible mais néanmoins menaçant, comme un orage qui refuse de se dissiper. Henri, contre toute attente, semblait revitalisé par la crise, comme si le conflit avec son fils avait réveillé en lui une énergie et une clarté morale longtemps endormies. Un matin particulièrement ensoleillé, Henri convoqua son fils dans la bibliothèque familiale, une pièce rarement utilisée qui conservait encore l'odeur des livres anciens et du cuir patiné. Les lourdes portes en chêne se refermèrent sur eux, mais les éclats de leur voix traversaient parfois les murs épais, fragments d'une confrontation longtemps évitée. « C'est encore gérable, Philippe », disait Henri, sa voix ferme mais mesurée. « Les avocats pensent que nous pouvons contenir le scandale, mais tu dois accepter nos conditions. » « Vos conditions ?» La voix de Philippe vibrait d'indignation contenue. « C'est moi qui ai maintenu cette propriété à flot pendant que vous vous accrochiez à des méthodes dépassées. En falsifiant des documents, en détournant des fonds, en maltraitant des animaux confiés à nos soins. » Le ton d'Henri s'éleva légèrement, chargé non pas de colère mais de profonde déception. « Ce n'est pas l'héritage Beaumont que je t'ai transmis. » Les domestiques et les palefreniers qui passaient près de la bibliothèque ralentissaient instinctivement, captant des bribes de cette confrontation historique. Personne n'avait jamais entendu le patriarche parler ainsi à son fils, avec cette autorité retrouvée qui semblait avoir effacé des années de concessions. 3 heures plus tard, Philippe émergea, le visage pâle mais composé. Sans un mot pour quiconque, il monta dans sa voiture et quitta la propriété. Le soir même, ses effets personnels étaient emballés sous la supervision discrète de la gouvernante. 2 jours plus tard, un communiqué officiel fut distribué à tous les employés. Philippe Beaumont prendrait désormais en charge la gestion des propriétés familiales en Normandie, afin d'élargir son expérience dans différents contextes équestres. Cet euphémisme transparent ne trompa personne. Il s'agissait d'un exil, doré certes, mais un exil néanmoins. Le départ de Philippe créa un vide que Henri combla avec une énergie surprenante. Libéré de l'influence toxique de son fils, il semblait rajeuni, reconnecté à la passion qui l'avait autrefois animé. Une semaine après le départ de Philippe, il convoqua une assemblée extraordinaire sur le domaine. Employés, clients importants et autorités locales se rassemblèrent dans le grand champ d'entraînement où des chaises avaient été disposées en demi-cercle face à une petite estrade improvisée. « Mes amis,
commença Henri, sa voix portant étonnamment loin malgré son âge. Les récents événements nous ont tous profondément affectés. Ils nous ont aussi offert une occasion rare, celle de réfléchir à ce que nous sommes vraiment, à ce que les écuries Beaumont représentent au-delà des victoires et des trophées. Il marqua une pause, son regard parcourant l'assemblée où se mêlaient visages familiers et nouveaux venus. Amélie, assise au deuxième rang entre son père et Jean-Luc, sentit son cœur s'accélérer. Aujourd'hui, j'annonce la création de la Fondation Tonnerre, dédiée à la réhabilitation des chevaux traumatisés et à la thérapie équine pour les jeunes vulnérables. Un murmure surpris parcourut l'assistance. Henri leva la main pour ramener le silence. Mademoiselle Dupont nous a démontré ce que j'ai essayé d'enseigner à mon fils toute sa vie. Notre véritable force ne vient pas de ce que nous possédons, mais de la façon dont nous prenons soin de ce qui nous est confié. Les applaudissements éclatèrent spontanément, d'abord hésitants puis plus assurés. Amélie, submergée par l'émotion, sentit les larmes lui monter aux yeux. Son père, d'ordinaire si réservé, passa un bras autour de ses épaules dans un rare geste d'affection publique. Dans les semaines qui suivirent, le domaine Beaumont se transforma. Un nouveau pavillon fut construit spécialement pour accueillir les chevaux traumatisés, une structure élégante mais fonctionnelle conçue selon les principes qu'Amélie avait développés avec Tonnerre. Espace ouvert, environnement calme, contact visuel constant entre les animaux. Les premiers chevaux rescapés arrivèrent à l'automne. 5 animaux dans des états divers de détresse, dont 2 sauvés des écuries du Nord lors de l'intervention des autorités. Parmi eux se trouvait une jument baie aux yeux craintifs, baptisée Étoile en raison de la marque blanche en forme d'étoile sur son front. Elle avait été retrouvée dans un état d'émaciation avancé, les flancs marqués par des années de mauvais traitements. Elle refuse tout contact, expliqua le vétérinaire qui l'avait accompagnée. Nous avons essayé toutes les approches traditionnelles. Amélie observa la jument tremblante, reconnaissant dans ses yeux la même terreur qui habitait autrefois ceux de Tonnerre. « Donnez-lui du temps », dit-elle simplement. « Elle nous dira quand elle sera prête. » Nommée officiellement directrice du programme de réhabilitation, Amélie développa une méthodologie basée sur son expérience. Son approche rejetait les contraintes traditionnelles au profit d'une connexion fondée sur le respect mutuel et la patience. Chaque cheval recevait un programme personnalisé, adapté à son histoire spécifique et à ses réactions. « Les chevaux sont comme nous », expliquait-elle à son équipe nouvellement formée. « Chacun porte ses blessures différemment. Notre travail n'est pas d'imposer une guérison, mais de créer l'espace où elle devient possible. » Tonnerre, désormais complètement rétabli, jouait un rôle surprenant dans ce processus. Placé dans un enclos adjacent aux nouveaux arrivants, il servait d'exemple vivant de transformation, sa présence calme rassurant souvent les chevaux les plus craintifs. Un jour de novembre, alors que les feuilles dorées tapissaient les allées du domaine, un minibus s'arrêta devant la fondation. En descendirent 6 adolescents accompagnés de 2 éducateurs, le premier groupe envoyé par les services sociaux de Paris dans le cadre du programme thérapeutique. « Ils sont difficiles », prévint discrètement l'éducatrice principale, une femme aux traits fatigués mais au regard bienveillant. La plupart ont connu des traumatismes familiaux sévères. Certains n'ont pas parlé depuis des mois. Amélie accueillit le groupe dans la cour principale. Les adolescents, âgés de 14 à 17 ans, affichait cette indifférence étudiée qui masque souvent les blessures les plus profondes. Une jeune fille en particulier, Marie, se tenait légèrement à l'écart, son visage pâle encadré de cheveux noirs coupés courts, ses yeux fixant obstinément le sol. « Les chevaux ressentent votre peur », expliqua Amélie au groupe, « mais ils perçoivent aussi votre espérance. Ils ont été blessés comme vous et apprennent à faire confiance à nouveau. » Elle les guida vers le paddock où se trouvaient les chevaux en réhabilitation. Chaque animal avait son histoire, qu'Amélie partagea sans dramatisation inutile. Le poney maltraité par son propriétaire alcoolique, la jument de course poussée au-delà de ses limites jusqu'à la blessure, le vieux cheval de trait abandonné quand il était devenu trop faible pour travailler. Marie, qui n'avait pas prononcé un mot depuis leur arrivée, s'arrêta devant l'enclos d'étoiles. La jument, généralement méfiante avec les étrangers, s'approcha lentement de la barrière, ses naseaux frémissant doucement. « Elle ne s'approche jamais des nouveaux venus », murmura Jean-Luc, surpris.
Amélie observa la scène sans intervenir. Quelque chose se passait entre l'adolescente silencieuse et la jument craintive. Une reconnaissance mutuelle qui transcendait les mots. Lors des visites suivantes, Marie demanda systématiquement à passer du temps avec Étoile. Elle s'asseyait simplement près de l'enclos, parfois dessinant dans un carnet, parfois juste observant. La jument, progressivement, s'approchait un peu plus chaque jour. Un après-midi particulièrement doux pour la saison, alors que le soleil hivernal jetait une lumière dorée sur les installations, Amélie suggéra à Marie d'entrer dans l'enclos. « Tu n'es pas obligée », précisa-t-elle. « C'est à toi de décider si tu te sens prête. » À la surprise des éducateurs qui observèrent de loin, Marie hocha simplement la tête et franchit la barrière qu'Amélie lui tenait ouverte. Avec des mouvements d'une lenteur délibérée, elle s'avança vers le centre de l'enclos, puis s'assit simplement sur l'herbe, attendant. Étoile, qui s'était d'abord éloignée, commença à décrire des cercles de plus en plus serrés autour de la jeune fille, s'arrêtant parfois pour brouter, puis se rapprochant encore un peu. Ce ballet silencieux dura presque 1 heure, sous le regard attentif d'Amélie qui veillait sans interférer. Finalement, dans un moment qui sembla suspendre le temps lui-même, Étoile s'approcha suffisamment pour que Marie puisse, d'une main tremblante, effleurer son museau. « Elle comprend », murmura l'adolescente, sa voix rauque d'avoir été si longtemps inutilisée. Ces 2 mots simples, les premiers qu'elle prononçait depuis des mois, provoquèrent des larmes silencieuses chez son éducatrice. Le succès de ce premier programme se répandit rapidement dans les cercles sociaux et thérapeutiques. Bientôt, d'autres institutions contactèrent la Fondation. Centre pour enfants autistes, programme de réinsertion pour jeunes délinquants, service d'aide aux victimes de violences. Henri Beaumont, revitalisé par cette nouvelle direction, accueillait personnellement les visiteurs importants, souvent accompagnés d'Amélie pour expliquer la philosophie de leur approche. Le véritable prestige, expliqua-t-il un jour à un ministre impressionné qui observait Marie brosser délicatement Étoile, ne vient pas seulement des trophées, mais de l'impact que nous créons. Un soir de décembre, alors que les préparatifs battaient leur plein pour le premier Noël de la Fondation, Henri trouva Amélie dans le bureau qui était autrefois celui de Philippe. Elle étudiait attentivement les plans d'agrandissement des installations, prévus pour le printemps suivant. « Vous avez transformé cet endroit », dit-il doucement, s'appuyant sur sa canne, « et pas seulement les bâtiments. » Amélie leva les yeux, un sourire éclairant son visage qui avait perdu sa timidité d'autrefois. « C'est votre vision qui a rendu tout cela possible, monsieur Beaumont. »« Non, » répondit-il en secouant doucement la tête. « C'est la vôtre. J'ai simplement eu la sagesse de la reconnaître. » Il s'approcha de la fenêtre, contemplant les installations illuminées où se dessinaient les silhouettes des chevaux dans la lumière douce du soir. « Vous savez, le commandant de la garde républicaine m'a appelé aujourd'hui. » Amélie se figea, attendant la suite. « Ils sont plus que satisfaits des progrès réalisés avec les 2 chevaux que nous traitons pour eux. » Il a mentionné une démonstration pour le défilé du 14 juillet. Le cœur d'Amélie s'accéléra. Une démonstration lors de la fête nationale, devant des milliers de spectateurs et les caméras du monde entier. C'était une reconnaissance au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. « Vous et Tonnerre sur les Champs-Élysées », précisa Henri avec un sourire. Une première dans l'histoire de la parade. La veille du premier anniversaire officiel de la Fondation, alors qu'Amélie finalisait les préparatifs pour une célébration qui attirerait l'attention nationale, une lettre inattendue arriva de Paris. La garde républicaine ne souhaitait pas seulement implémenter ses méthodes dans son prestigieux programme d'entraînement, mais sollicitait sa présence pour une démonstration spéciale durant le défilé du 14 juillet, un honneur sans précédent qui placerait son travail au cœur des traditions les plus sacrées de France. La lettre inattendue de la garde républicaine posée sur son bureau avait transformé les rêves d'Amélie en une réalité vertigineuse. Une démonstration au défilé du 14 juillet. Cette reconnaissance dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer 1 an plus tôt, quand elle n'était qu'une silhouette effacée dans l'ombre des écuries Beaumont. 1 an s'était écoulé depuis la création de la Fondation Tonnerre, une année qui avait transformé non seulement les écuries, mais toute la communauté de Chantilly. Amélie ouvrit les volets de sa nouvelle chambre dans les bâtiments rénovés de la Fondation. L'espace simple mais lumineux reflétait sa personnalité, des murs clairs ornés de quelques photographies de chevaux réhabilités,
des livres soigneusement rangés sur une étagère en bois clair, et surtout, le petit accordéon normand de sa mère, désormais encadré avec honneur sur le mur principal. Elle s'approcha de l'instrument, effleurant doucement le cadre. « Tu avais raison, maman, » murmura-t-elle. « La musique peut guérir ce que les mots ne peuvent pas atteindre. » Son reflet dans le miroir la surprit encore parfois. La jeune fille aux épaules voûtées et au regard fuyant avait laissé place à une femme qui se tenait droite, dont les yeux bruns affrontaient maintenant le monde directement. Ses vêtements restaient simples. Elle n'avait jamais adopté l'élégance affectée que Philippe valorisait tant, mais elle portait désormais cette simplicité comme un choix, non comme une absence d'alternative. Les préparatifs pour la célébration du premier anniversaire de la Fondation battaient leur plein. En sortant, Amélie croisa une équipe de traiteurs qui installaient des tables sous les grands chênes, tandis que des journalistes de magazines équestres inspectaient déjà les installations, bloc-notes en main. « Mademoiselle Dupont !» l'interpella Thomas, un des nouveaux palefreniers. « Monsieur Beaumont vous cherche, il est avec Tonnerre. » Elle le remercia d'un sourire et se dirigea vers les nouveaux bâtiments. La transformation physique du domaine était spectaculaire. Les anciennes écuries conventionnelles avaient été complétées par des installations spécialement conçues pour les chevaux traumatisés. Chaque box était spacieux, avec des ouvertures permettant un contact visuel constant entre les animaux. Mais surtout, contrairement aux écuries traditionnelles, les portes restaient ouvertes, permettant aux chevaux d'entrer et sortir librement vers des paddocks individuels. Le box de Tonnerre, plus grand que les autres, avait été le modèle pour cette nouvelle conception. Le grand percheron noir s'y trouvait rarement enfermé, préférant alterner entre l'abri et l'espace ouvert selon son humeur. Amélie le trouva dans son paddock, Henri à ses côtés. Le patriarche, s'appuyant désormais sur une canne mais l'esprit plus vif que jamais, caressait l'encolure du cheval avec une aisance qui aurait semblé impossible un an plus tôt. « Ah, Amélie !» l'accueillit-il. « Tonnerre et moi discutions justement de votre prestation à Paris. » La plaisanterie légère reflétait l'évolution de leur relation, passée de l'employeur distant à un partenariat fondé sur le respect mutuel. « Comment se sent-il aujourd'hui » demanda-t-elle en s'approchant. « Impatient, je crois. Il sait que quelque chose se prépare. » Tonnerre tourna sa tête massive vers Amélie, ses yeux expressifs la fixant avec une intelligence qui surprenait toujours les nouveaux venus. La connexion entre eux était si palpable qu'elle semblait presque visible, comme un fil d'or invisible tissé à travers des mois d'épreuves partagées. « Nous avons parcouru un long chemin, n'est-ce pas » murmura-t-elle en caressant son museau. Le cheval poussa doucement sa main de son nez, ce geste d'affection qu'il ne réservait qu'à elle. Qui aurait pu imaginer que cette créature autrefois terrifiée, considérée comme irrécupérable, deviendrait non seulement l'emblème d'une fondation, mais aussi un symbole de résilience pour des dizaines d'enfants blessés par la vie? Un bref flashback traversa l'esprit d'Amélie. Les sessions d'entraînement au Champ de Mars à Paris, où elle avait emmené Tonnerre pour le familiariser avec l'environnement du défilé. Les militaires de la garde, initialement sceptiques, avaient observé avec une fascination croissante comment le grand cheval noir, autrefois incapable de supporter le moindre bruit soudain, restait désormais calme même lorsque des avions passaient en rase-motte. Le secret, avait-elle expliqué au commandant perplexe, n'est pas de le désensibiliser à la peur, mais de lui montrer qu'il peut avoir peur en toute sécurité. Le jour de la célébration arriva, baigné dans la lumière dorée d'un soleil estival. Le domaine Beaumont avait revêtu ses plus beaux atours. Guirlandes discrètes suspendues entre les chênes centenaires, tables drapées de blanc sous les tonnelles, équipes de télévision régionale installant leur matériel près du grand manège. Henri Beaumont, élégant dans un costume bleu marine qui contrastait avec sa canne en bois d'ébène, accueillait personnellement les invités illustres. Représentants du ministère de l'Agriculture, journalistes équestres, aristocrates locaux et même quelques célébrités sensibles à la cause animale. Jacques Dupont, promu responsable principal des écuries traditionnelles, guidait fièrement les nouveaux palefreniers, son dos plus droit, son regard plus assuré. La transformation de sa fille semblait l'avoir également changé, comme si le succès d'Amélie avait validé ses propres décennies de labeur discret. « Ces jeunes ont besoin de comprendre », l'entendit-elle expliquer à un nouvel employé, « que chaque cheval a sa propre histoire. Ce que ma fille nous a tous appris, c'est à écouter ces histoires avant d'imposer les nôtres. » Madame Rousseau,
élégante comme toujours dans une robe de soie bleu pâle, présentait Amélie aux figures influentes de son cercle social. La jeune femme qui nous a rappelé que certaines traditions méritent d'être préservées, disait-elle avec ce mélange parfait de chaleur et d'autorité que seules les dames de la haute société française maîtrisent véritablement. Monsieur Lavoisier, désormais consultant officiel de la Fondation, tenait court près des paddocks, expliquant les aspects scientifiques de la méthode d'Amélie à un groupe de vétérinaires sceptiques. La neuroplasticité équine est un domaine encore largement inexploré, affirmait-il avec l'autorité de ses décennies d'expérience. Ce que nous voyons ici n'est pas du mysticisme, messieurs, mais de la science appliquée avec une sensibilité que nos facultés n'enseignent pas encore. Marie, l'adolescente autrefois muette, était revenue comme volontaire régulière. Amélie l'aperçut guidant un groupe de jeunes visiteurs, expliquant avec une assurance nouvelle comment approcher respectueusement les chevaux. « Le secret, disait-elle en écho inconscient aux propres enseignements d'Amélie, c'est de leur laisser le choix. Un cheval qui choisit de vous faire confiance ne la reprendra jamais, contrairement à celui qu'on force à obéir. » À ses côtés, Étoile, la jument autrefois si craintive, suivait tranquillement, acceptant même les caresses timides des enfants les plus jeunes. Le moment de la démonstration principale approchait. Amélie s'isola quelques minutes dans le calme de l'écurie, se centrant pour la performance à venir. Elle ne portait ni la tenue d'équitation conventionnelle, ni les artifices habituels des présentations équestres. Juste une simple chemise blanche et un pantalon d'équitation noir, tenue qui soulignait que l'attention devait se porter sur le cheval, non sur le dresseur. Lorsqu'elle entra dans le grand manège, un silence expectatif tomba sur l'assistance. Tonnerre l'attendait au centre, sans licol, sans bride, parfaitement immobile, mais vibrant d'une énergie contenue. Ce qui suivit ressemblait moins à une démonstration équestre traditionnelle qu'à une danse intime entre deux êtres profondément connectés. Sans un mot, sans un geste ostentatoire, Amélie commença à se déplacer, et Tonnerre suivit. Chaque pas, chaque virage, chaque transition entre le pas et le trot semblait négocier dans un langage silencieux que seuls eux deux comprenaient pleinement. « C'est extraordinaire », murmura un représentant du cadre noir de Saumur à son voisin. Pas un mot, pas un signal visible. La démonstration culmina lorsqu'Amélie, d'un geste fluide, monta sur le dos de Tonnerre, sans selle, sans étrier, juste une connexion directe entre la jeune femme et le puissant animal. Ensemble, ils effectuèrent plusieurs figures complexes, le grand percheron noir se mouvant avec une grâce qui contrastait avec sa stature imposante. Pour le final, Amélie guida Tonnerre jusqu'à la limite de la propriété, là où commençaient les forêts de Chantilly. Devant des centaines de témoins émus, elle glissa simplement du dos du cheval et retira le simple cordon qui servait de guide symbolique autour de son encolure. « Va !» lui dit-elle doucement, assez fort pour que les premiers rangs l'entendent. « Choisis !» Tonnerre hésita un instant, regardant vers la forêt puis vers Amélie. Puis, dans un geste qui fit retenir leur souffle à tous les spectateurs, il s'élança au galop vers les arbres, sa crinière noire flottant comme une bannière de liberté retrouvée. Des murmures inquiets parcoururent l'assistance. Allait-il revenir? Ou ce geste symbolique signifiait-il qu'Amélie le libérait littéralement? La jeune femme restait parfaitement immobile, son visage serein malgré la tension palpable. Puis, après ce qui sembla une éternité mais ne dura que quelques minutes, le bruit des sabots annonça le retour de Tonnerre. Le grand cheval noir émergea des arbres, galopant directement vers Amélie avant de s'arrêter à quelques pas d'elle, soufflant doucement. Les applaudissements éclatèrent, d'abord hésitants puis montant en une ovation qui sembla ne jamais vouloir s'arrêter. Ce n'était pas simplement l'admiration pour une performance technique, c'était la reconnaissance d'une vérité profonde que la démonstration avait rendue visible. La liberté véritable est celle qu'on choisit. Au coucher du soleil, alors que les invités se dispersaient et que le domaine retrouvait progressivement son calme, Amélie emmena Tonnerre jusqu'au petit cimetière de la propriété. Là, sur une pierre simple mais bien entretenue, était inscrit le nom de sa mère, enterré des années auparavant comme une concession spéciale d'Henri Beaumont à son fidèle employé. « Vois, maman », murmura Amélie,
touchant la petite pierre tombale. J'ai trouvé mon chemin, et je ne suis plus seul. Tonnerre poussa doucement son épaule avec son museau, comme s'il comprenait parfaitement. Au loin, les lumières de Chantilly commençaient à briller, et le vieil accordéon normand, désormais accroché avec honneur à l'entrée de la fondation, semblait presque murmurer une mélodie de triomphe dans la brise douce de cette soirée française.